Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Manhattan, grand ballroom du Plaza Hotel, un soir de mars. La flûte de champagne que tenait Olivia coûtait plus cher que son loyer mensuel de conservatrice junior au Mai. Elle le savait parce qu'elle avait discrètement googlé le prix tout en feignant d'admirer le Picasso accroché au mur. Olivia, ma chérie, la voix stridente d'Evelyn Harrington trancha le murmure élégant de l'élite new-yorkaise. Il faut absolument que je te présente mon neveu. Il est absolument parfait pour toi. Olivia manqua de s'étouffer avec son Dom Pérignon. Les tentatives de marieuse d'Evelyn étaient légendaires sur l'Upper East Side, et légendairement catastrophiques. Evelyn, je ne peux pas. Olivia chercha désespérément une échappatoire. N'importe laquelle. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Je suis mariée. Tout le ballroom sembla soudain se taire, comme si l'univers avait voulu amplifier son mensonge aux oreilles de chaque mondaine, PDG, et héritier présent. Mariée? Les sourcils refaits au botox d'Evelyn tentèrent de se froncer. Depuis quand? Depuis peu. Olivia sentit la chaleur lui monter au cou. C'était très intime. Vous savez ce que c'est. Et où est ton mari ce soir? Olivia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son esprit devint totalement vide, comme une toile avant le premier coup de pinceau. C'est alors qu'une voix grave, veloutée, s'éleva derrière elle. Juste ici, ma chérie. Olivia se retourna lentement, comme si elle évoluait dans du miel. Et elle le vit. Larges épaules dans un smoking parfaitement coupé, cheveux noirs légèrement ébouriffés avec juste ce qu'il faut de désinvolture, yeux couleur vert forêt profonde capables de transpercer l'âme, et un sourire, mon Dieu, ce sourire était dangereux. Du genre qui faisait oublier aux femmes mariées qu'elles l'étaient. Il s'approcha avec l'assurance d'un homme qui possédait la moitié de Manhattan, glissa un bras autour de la taille d'Olivia et la serra contre son torse. Son parfum était coûteux et masculin, quelque chose entre le cèdre et les épices qui donnait envie d'enfouir son visage dans son cou. Désolé d'être en retard, ma chérie. Il insista sur le petit nom d'une façon qui fit papillonner l'estomac d'Olivia. Appel de dernière minute avec les investisseurs de Tokyo. Olivia était pétrifiée. Qui diable était cet homme? Et pourquoi sauvait-il sa réputation? Bafouilla-t-elle. Vous vous demandez sûrement qui je suis. Il tendit la main à Evelyn, dont la mâchoire avait pratiquement touché le sol de marbre. Nicholas Grant. Enchanté. Evelyn manqua de lâcher sa flûte de champagne. Le Nicholas Grant? Sa voix n'était plus qu'un murmure révérencieux. De Grant Holdings? Le magnat de l'immobilier qui possède la moitié de Manhattan, entre autres? Lui-même, répondit Nicholas avec une modestie feinte. Olivia sentit ses genoux fléchir. Bon sang. Elle venait de se marier fictivement avec l'homme le plus puissant de New York, et peut être de toute la côte Est. Comme c'est merveilleux. Evelyn joignit les mains comme une enfant. Et quand a eu lieu le mariage? Il y a 3 semaines, en Toscane. Nicolas regarda Olivia avec une intensité qui lui coupa le souffle. Nous n'avons pas résisté au coucher de soleil sur les vignobles, n'est-ce pas, ma femme? La façon dont il prononça ma femme aurait dû être interdite. Trop intime, trop possessif, trop réel. Yeah. Oui. Olivia hocha la tête, encore sous le choc. La Toscane était inoubliable. Mais pourquoi l'avoir cachée à tout le monde? Evelyn était visiblement vexée d'avoir manqué l'événement mondain du siècle. Olivia tenait à quelque chose d'intime. Nicolas caressa sa joue du dos de la main, un geste si naturel qu'Olivia crut l'espace d'un instant qu'ils étaient vraiment mariés. Elle est très discrète concernant l'attention médiatique. J'y respecte ça. Evelyn soupira théâtralement. Quel romantisme. Vous êtes absolument parfaits ensemble. Au fait, Nicolas, poursuivit-elle, je dois absolument vous présenter au président du conseil du musée. Il cherche justement des investisseurs pour la nouvelle aile d'art contemporain. Bien sûr, sourit Nicolas, mais Olivia remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. D'abord, je dois parler à ma femme en privé. Affaire urgente. Avant qu'Olivia n'ait le temps de protester, il la guida à travers la foule de robes de créateurs et de bijoux en diamant vers une terrasse privée dominant Central Park. La brise printanière portait l'odeur des arbres en fleurs et le bourdonnement lointain de la ville qui ne dort jamais. Nicolas relâcha sa taille et recula, s'appuyant contre la balustrade de pierre. Au clair de lune, il paraissait encore plus imposant, et dangereux. Alors, dit-il en la dévisageant de ses yeux vert forêt, voulez-vous m'expliquer pourquoi je viens d'épouser une parfaite inconnue? Olivia déglutit difficilement. Le gala se poursuivait derrière les portes vitrées, mais ici sur la terrasse, il n'y avait qu'elle et l'homme le plus puissant de New York. Et elle venait de l'entraîner dans le plus gros mensonge de sa vie. Je peux tout expliquer. Elle tordait nerveusement ses mains. Mais d'abord, pourquoi m'avoir aidé? Nicolas pencha la tête, l'étudiant comme s'il s'agissait d'une œuvre rare. Peut être parce que vous aviez l'air d'une biche prise dans les phares d'une voiture. Ou peut être parce que mentir à Evelyn Harrington relève presque du service public.
Olivia ne put s'empêcher de rire. Elle est vraiment nulle en marieuse, n'est-ce pas? Nul est un euphémisme. Nicolas rit, un rire riche et sincère. Elle a essayé de me caser avec 3 de ses nièces, 2 amies de son club de lecture, et une cousine éloignée qui vit dans le Connecticut, et maintenant vous voilà coincé dans un faux mariage avec moi. Olivia grimace. Désolé. Je vais arranger ça. Je vais inventer un divorce rapide ou une annulation ou... Du calme. Nicolas leva la main. Qui a parlé de divorce? Olivia cligna les yeux. Que voulez-vous dire? Combien de femmes essaient de me piéger dans un mariage chaque jour, à votre avis? Il s'approcha, tel un prédateur jouant avec sa proie, mais une lueur espiègle dans ses yeux fit battre le cœur d'Olivia pour toutes les bonnes raisons. Et vous êtes désespéré de sortir d'un mariage avec moi. C'est rafraîchissant. Nicolas s'approcha, si près qu'elle distinguait les éclats dorés dans ses yeux verts. J'ai une proposition à vous faire. Olivia retint son souffle. Quelle genre proposition? Gardez le mariage. Vous êtes complètement fou? Écoutez-moi jusqu'au bout. La voix de Nicolas était calme, raisonnable. J'ai besoin d'une épouse pour que le conseil d'administration me lâche avec l'idée de me caser. Vous avez besoin d'un mari pour qu'Evelyn Harrington et son armée de marieuses vous laissent tranquille. C'est un arrangement d'affaires parfait. Vous voulez que je vous épouse pour de faux, pour de vrai? Je veux que nous jouions le couple marié de façon convaincante. Son sourire était pur charme et danger. 6 mois. Nous incarnons le couple heureux lors des événements comme celui-ci. Vous obtenez les contacts dans le monde de l'art dont vous avez besoin pour votre carrière. Moi, je gagne en crédibilité auprès du conseil. Et à la fin, nous divorçons à l'amiable. C'est insensé. C'est pratique. Olivia regarda Central Park, l'esprit en ébullition. 6 mois marié au célibataire le plus convoité de New York. Cet homme était clairement fou. Mais aussi intrigant. Quel est le piège? Demanda-t-elle, elle enfin. Aucun piège. Juste des règles. Nicolas compta sur ses doigts. 1. Nous maintenons la comédie en public. 2. Nous gardons nos vies privées séparées. 3. Aucun vrai sentiment impliqué. Olivia scruta son visage, cherchant le moindre signe qu'il plaisantait. Vous êtes sérieux? Mortellement sérieux. Et que se passe-t-il si l'un de nous enfreint les règles? Nous aviserons le moment venu. Le sourire de Nicolas devint prédateur. Olivia savait qu'elle aurait dû refuser, s'éloigner de cet homme magnifique et dangereux et de sa proposition insensée, retourner à sa vie tranquille et solitaire faite d'art et de solitude. Au lieu de cela, elle s'entendit demander, quand commence-t-on? Bureau Penthouse de Nicolas, Grand Tower. Le lendemain matin, Olivia se tenait devant les immenses baies vitrées du bureau Penthouse de Nicolas Grand, observant la ville qui s'étendait à l'infini en contrebas. Elle avait visité de nombreux lieux impressionnants, le Maine n'en manquait pas, mais ceci était d'un autre niveau. Le bureau hurlait le pouvoir et la réussite, du mobilier moderne épuré au Rothko original, accroché au mur comme une simple affiche. Déjà des regrets? La voix de Nicolas provenait de derrière son bureau en acajou où il examinait ce qui ressemblait fortement à un document juridique. 3e et 4e pensée, en réalité. Olivia se tourna vers lui, remarquant à quel point il était différent dans son costume anthracite comparé au smoking de la veille. Toujours aussi beau à couper le souffle, mais plus abordable. Vous avez vraiment fait rédiger un contrat de mariage par vos avocats en une nuit? Je ne fais jamais les choses à moitié, Olivia. Il leva les yeux des papiers, ses yeux verts forêts la scrutant avec une intensité qui la faisait se sentir comme un spécimen sous microscope, et je protège mes investissements. C'est donc ce que je suis? Un investissement? Vous êtes une associée d'affaires. Il y a une différence. Olivia s'approcha du bureau, et prit le contrat. Il était épais, intimidant de densité. Ce truc est plus long que la plupart des vrais contrats prénuptiaux. Parce qu'il est plus complexe que la plupart des vrais mariages. Nicolas s'adossa dans son fauteuil en cuir, parfaitement à l'aise tandis qu'Olivia se sentait prête à exploser. Page 3. Les apparitions publiques. Page 7. Les dispositions financières. Page 12 Détails. Page 12. Olivia feuilleta le document, la tête lui tournant. Qu'est-ce qui peut bien nécessiter 12 pages d'explication? La clause de résiliation. Quelque chose dans son ton fit qu'Olivia leva brusquement les yeux. C'est-à-dire que nous devons être très clairs sur ce qui se passera. Quand ce sera fini? Nicolas se leva et contourna le bureau, s'arrêtant assez près pour qu'elle sente à nouveau ce parfum de cèdre et d'épices. 6 mois, Olivia. Pas un jour de plus. Quand ce sera terminé complètement. Pas de complications émotionnelles, pas d'attaches persistantes. Rob Jeanette. Vous semblez bien préoccupé par les complications émotionnelles pour quelqu'un qui m'a rencontré il y a 12 heures. J'ai vu ce qui arrive quand les affaires deviennent personnelles. Son expression s'assombrit brièvement, et Olivia entrevit quelque chose de plus profond derrière ses yeux verts, de la douleur, ou du regret. Ça ne finit jamais bien. Parlez-vous d'expérience? Je parle d'observation. Nicolas retourna derrière son bureau. Le moment de vulnérabilité, si c'en était un,
avait disparu si vite qu'Olivia crut presque l'avoir imaginé. Page 15 traite des dispositions de logement. Vous emménagerez dans mon penthouse. Chambre séparée, évidemment, mais nous devons vendre l'image des jeunes mariés. Les sourcils d'Olivia se haussèrent. Pardon? Vous voulez que j'emménage chez vous? C'est une nécessité pratique. Les médias vont nous surveiller de près, surtout après l'annonce d'Evelyn Harrington hier soir. Quelle annonce? Nicolas sortit son téléphone et lui montra l'écran. L'estomac d'Olivia chavira en lisant le titre de page 6. Une mystérieuse inconnue décroche le célibataire le plus convoité de Manhattan. Lors d'un mariage secret en Italie, oh non. Olivia s'effondra dans le fauteuil face au bureau. C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas? L'article citait Evelyn, ils sont absolument parfaits ensemble et clairement fous amoureux. Le ton de Nicolas était sec comme de la poussière. Il mentionne aussi que vous travaillez au Met, et que je suis secrètement épris depuis des mois. Secrètement épris? Malgré tout, Olivia ne put s'empêcher de rire. Evelyn a une sacrée imagination. C'est exactement pourquoi nous devons être convaincants. Nicolas s'assit et fit glisser le contrat vers elle. L'histoire est déjà lancée. Soit nous la contrôlons, soit elle nous contrôle. Olivia fixa le contrat comme s'il allait la mordre. C'est de la folie. Les gens ne font pas vraiment ce genre de choses dans la vraie vie. Les gens comme nous, si. Les gens comme vous. Moi je ne suis qu'une conservatrice de musée qui a fait une bêtise à une soirée. Vous êtes une brillante conservatrice diplômée, summa cum laude d'Harvard avec une double majeure en histoire de l'art et gestion. Le ton de Nicolas était factuel, mais Olivia sentit ses joues chauffer sous le compliment. Vous parlez 3 langues. Vous avez publié des articles sur l'authentification d'œuvres de la Renaissance, et vous avez augmenté la fréquentation du Met de 30% en seulement 2 ans. Comment savez-vous tout ça? J'ai fait faire une enquête de routine par mon équipe. Vous avez fait enquêter sur moi? Olivia se leva si vite que sa chaise roula en arrière. Procédure standard pour tout partenariat d'affaires. Je n'engage jamais d'accord avec quelqu'un que je ne connais pas. On parle d'un faux mariage, pas d'une fusion d'entreprises. Dans mon monde, il n'y a pas grande différence. Olivia le fixa, essayant de déterminer s'il était sérieux. Le plus effrayant était qu'elle était presque sûre que oui. Qu'a encore trouvé votre équipe sur moi? Vous avez un frère cadet, Ethan, ingénieur logiciel à Seattle. Vos parents vivent dans une petite ville du Connecticut où votre père tient un magasin de bricolage et votre mère enseigne en primaire. Vous leur envoyez de l'argent tous les mois alors que vous pouvez à peine payer votre studio. Vous faites du bénévolat dans un programme d'alphabétisation le week-end, et vous n'avez pas eu de relation sérieuse depuis 2 ans. Olivia sentit la chaleur lui monter au cou. Voir toute sa vie étalée comme un dossier était mortifiant. Autre chose? Vous avez un excellent crédit, aucun casier judiciaire, et vous avez oublié de payer une amende pour excès de vitesse dans l'État de New York. J'étais pressé pour l'enterrement de ma grand-mère, se défendit Olivia. Je sais. Je m'en suis occupé. La bouche d'Olivia s'ouvrit toute grande. Vous avez payé mon amende? Considérez ça comme prime à la signature. Le sourire de Nicolas était exaspérant de charme. Alors, qu'en dites-vous? Marché conclu? Olivia baissa à nouveau les yeux sur le contrat. 24 heures plus tôt, son plus grand souci était de savoir si elle pourrait réparer sa climatisation avant l'été. À présent, elle envisageait d'épouser pour de faux un milliardaire capable d'enquêter sur toute sa vie et de régler ses contraventions sans transpirer. Et mon travail au Met? Vous le gardez. En réalité, cet arrangement pourrait aider votre carrière. Grant Holdings a d'importants investissements dans les arts. Je siège à plusieurs conseils de musées. Vous proposez d'aider ma carrière en échange de 6 mois où je prétends être marié à vous. Je propose un arrangement mutuellement bénéfique où nous obtenons tous deux ce dont nous avons besoin. Olivia resta silencieuse un long moment, pesant le pour et le contre. D'un côté, c'était la chose la plus insensée qu'on lui ait jamais demandé, de l'autre, 6 mois de cette vie, même fausse, pourraient ouvrir des portes dont elle n'avait jamais osé rêver. Et sortir avec d'autres personnes? Demanda-t-elle enfin. Absolument pas. Nous sommes jeunes mariés, Olivia. Follement amoureux, vous vous souvenez? Je suis censé rester célibataire 6 mois? Vous sortez avec quelqu'un en ce moment? Non, mais... Alors ce ne devrait pas poser de problème. Olivia plissa les yeux. Et vous? Vous renoncez à toute votre vie sociale pour cette comédie? Ma vie sociale est essentiellement professionnelle de toute façon. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et vous le savez. Laissez-moi être très clair. Olivia. Pendant les 6 prochains mois, vous serez la seule femme dans ma vie. Point final. Ça ne marchera que si nous sommes totalement investis dans le rôle. La façon dont il le dit, grave, sérieux et étrangement possessif, coupa le souffle d'Olivia. Elle tenta de se dire que ce n'était que du business, juste une partie du rôle, mais son cœur traître fit un bond. D'accord, s'entendit-elle répondre. Mais j'ai mes propres conditions. Je vous écoute. D'abord, je veux ma propre carte de crédit à mon nom. Je ne vais pas dépendre de vous pour chaque petite dépense. Accordé. Ensuite, je garde mon appartement. Même si je vis dans votre penthouse,
Je veux savoir que j'ai un endroit où aller si tout cela s'effondre. Raisonnable. Autre chose? Troisième condition. Je veux savoir ce qui vous rend si inquiet à l'idée de vous impliquer émotionnellement. L'espace d'un instant, l'expression soigneusement contrôlée de Nicolas vacilla, et Olivia vit quelque chose de brut et vulnérable dans ses yeux. Puis le masque revint. Ça ne fait pas partie de l'arrangement. Ça l'est, si vous voulez que je signe ce contrat. Ils se regardèrent par-dessus le bureau en acajou, aucun ne cédant. Olivia sentait presque l'électricité crépiter entre eux, une tension qui n'avait rien à voir avec des négociations d'affaires et tout à voir avec l'attirance inexplicable qu'elle ressentait pour cet homme depuis le moment où il était apparu à ses côtés la veille. Finalement, Nicolas parle. Elle s'appelait Catherine. Nous étions fiancés, il y a 3 ans. Elle a décidé qu'elle préférait mon associé, ainsi que la moitié de mes actifs. Les mots étaient prononcés d'un ton neutre, sans émotion, mais Olivia entendit la douleur en dessous. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ça m'a appris une leçon précieuse sur le mélange des affaires et du plaisir. Nicolas prit un stylo coûteux et le lui tendit. Alors, avons-nous un accord? Olivia regarda le stylo, puis le contrat, puis l'homme qui proposait de bouleverser complètement sa vie tranquille et ordinaire. 6 mois. Qu'est-ce qui pouvait bien arriver de pire? Elle prit le stylo et signa d'un geste théâtral. Nous avons un accord, Monsieur Grand. Bienvenue dans la famille, Madame Grand. Le sourire de Nicolas était lent et dévastateur. La façon dont il prononça Madame Grant fit frissonner Olivia. Elle avait le sentiment d'avoir signé pour bien plus que ce qu'elle avait négocié. Mais quand Nicolas contourna le bureau et serra sa main, sa poigne chaude, ferme et qui s'attarda une seconde de trop, Olivia ne parvint pas à le regretter. 6 mois. Comment cela pouvait-il être si difficile? Penthouse Grant, Upper East Side. 5 jours plus tard, Olivia se tenait dans le hall de marbre du penthouse de Nicolas avec 2 valises et un petit cactus, se sentant comme Alice tombée dans le terrier du lapin dans un monde de richesse obscène. L'espace faisait facilement 4 fois la taille de son appartement entier, avec des plafonds immenses, des baies vitrées du sol au plafond, et des œuvres d'art qui valaient probablement plus que la plupart des maisons. C'est temporaire, marmonna-t-elle pour elle-même en serrant son petit cactus comme une couverture de sécurité. 6 mois. On peut survivre à tout pendant 6 mois. Vous vous parlez déjà toute seule? La voix amusée de Nicolas résonna dans le hall. Nous n'avons même pas terminé la première semaine. Olivia se retourna et le trouva descendant un escalier courbe digne d'un palais européen, pas d'un appartement de Manhattan. Il portait un jean sombre et un pull marine qui épousait ses larges épaules d'une façon qui aurait dû être interdite. Le look décontracté lui allait bien. Trop bien. Je me faisais un petit discours d'encouragement, répondit Olivia, essayant d'ignorer la façon dont son pouls s'accéléra en le voyant. Cet endroit est un peu intimidant. Ce n'est qu'un appartement. Nicolas, tout mon studio tiendrait dans votre hall d'entrée. Il n'est pas si grand. Il prit ses valises, ses doigts effleurant les siens au passage. Le bref contact envoya une décharge électrique le long de son bras. Bénès, je vais vous montrer votre chambre. Pendant qu'il montait l'escalier, Olivia essaya de ne pas fixer le luxe nonchalant autour d'elle. Des tableaux originaux bordaient les murs, elle était presque sûre d'avoir repéré un Monet et peu, être un Degas. La rampe était en vrai marbre poli comme un miroir. Combien de chambres y a-t-il ici? Demanda-t-elle. 6, plus des bureaux, une bibliothèque, une salle de cinéma privée, et un jardin sur le toit. Évidemment. Olivia secoua la tête. Utilisez-vous vraiment tout cet espace? Je travaille beaucoup de chez moi, et je reçois pour affaires. Nicolas s'arrêta en haut de l'escalier, ses yeux verts scrutant son visage. Déjà des regrets? Plutôt 5e et 6e pensée. Olivia serra son cactus plus fort. Tout cela ressemble à jouer à la maison dans un musée. Ce n'est pas jouer à la maison. C'est un arrangement d'affaires, vous vous souvenez? Exact. Des affaires. Olivia tenta d'ignorer la légère piqûre de ces mots. Évidemment que c'était juste des affaires pour lui. C'était elle qui avait du mal à s'en souvenir. Nicolas la conduisit dans un couloir bordé de plus d'œuvres que la plupart des galeries, s'arrêtant devant une porte près du fond. C'est la vôtre. Olivia entra et manqua de lâcher son cactus. La chambre d'amis était magnifique, tout en blanc doux et bleu pâle, avec un lit king size qui semblait sortir d'un hôtel de luxe. Des portes-fenêtres donnaient sur un balcon privé dominant Central Park. C'est magnifique, souffla-t-elle. Le dressing est là. Nicolas désigna une porte au fond. J'ai fait livrer quelques affaires pour vous. Quel genre d'affaires? Des vêtements pour les apparitions publiques. Votre garde-robe actuelle est très bien, mais nous devons maintenir une certaine image. Olivia posa son cactus et croisa les bras. Vous m'avez acheté des vêtements. J'ai demandé à ma styliste de vous acheter des vêtements. Il y a une différence. Pas pour moi. Olivia sentit la chaleur lui monter au cou. Je sais m'habiller toute seule, Nicolas. Pour les événements du musée et les vernissages, absolument. Pour les galas de charité et les dîners avec l'élite de Manhattan, il haussa les épaules. Faites-moi confiance, c'est nécessaire. Olivia voulait protester,
mais elle se rappela à quel point elle s'était sentie déplacée au gala du Plaza dans sa seule bonne robe. Il avait être raison. D'accord. Mais la prochaine fois, demandez d'abord. Notez. Nicolas se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Le dîner est à 9 heures. Ma gouvernante, Madame Liu, est une cuisinière exceptionnelle. Vous avez une gouvernante? J'ai tout un personnel. Vous les rencontrerez progressivement. L'expression de Nicolas devint sérieuse. Olivia, je sais que c'est un gros changement, mais nous devons faire en sorte que cela paraisse naturel, ce qui signifie que vous devez vous sentir à l'aise ici. C'est votre maison pour les 6 prochains mois. Le mot maison toucha Olivia plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Ce penthouse était magnifique et luxueux, mais il ne ressemblait pas à une maison. Il ressemblait à un hôtel hors de prix où elle était une résidente de longue durée. J'essaierai, dit-elle finalement. Après le départ de Nicolas, Olivia explora plus en détail sa nouvelle chambre. Le dressing était effectivement rempli de vêtements, robes de créateur, blazer sur mesure, chaussures qui valaient probablement plus que son salaire mensuel. Tout était à sa taille exacte, ce qui était à la fois impressionnant et légèrement flippant. Elle déballa ses quelques affaires, se sentant ridicule de ranger ses pyjamas discount à côté de nuisettes en soie encore étiquetées Bergdorf Goodman. Ses livres semblaient totalement déplacés sur les élégantes étagères encastrées, et son cactus paraissait solitaire sur l'immense commode en acajou. À 9 heures précises, Olivia descendit et trouva Nicolas dans ce qui semblait être une salle à manger formelle. La table pouvait facilement accueillir 12 personnes, mais elle n'était dressée que pour 2 à un bout avec de l'argenterie véritable et des verres en cristal. Beaucoup de formalités pour un mardi soir, commenta Olivia en s'asseyant sur la chaise que Nicolas lui avançait. Madame Liu aime faire étalage pour les nouveaux résidents. Nicolas prit place en face d'elle. Elle est avec ma famille depuis 20 ans. Elle m'a pratiquement élevé après la mort de mes parents. Olivia leva brusquement les yeux. Je suis désolé. Yena Savoispos. Accident de voiture quand j'avais 16 ans. Le ton de Nicolas était factuel, mais Olivia perçut la vieille douleur en dessous. Madame Liu m'a empêché de mettre le feu à la maison pendant que j'apprenais à diriger l'entreprise. Zeitze Hans. Le cœur d'Olivia se serra. Vous avez repris Grant Holdings à 16 ans? Techniquement, le conseil gérait les affaires jusqu'à mes 21 ans, mais j'étais impliqué dans chaque décision. Nicolas versa du vin d'une bouteille qui coûtait probablement plus cher que le loyer d'Olivia. C'était couler ou nager. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, une petite femme asiatique entra dans la salle à manger avec des plats couverts. Elle devait avoir une 60aine d'années, les cheveux grisonnants tirés en un chignon impeccable et des yeux bienveillants qui se plissaient quand elle souriait. Madame Liu, voici Olivia, dit Nicolas en se levant. Olivia, voici la femme qui dirige réellement cette maison. Madame Liu posa les plats et examina Olivia de la tête aux pieds d'un regard à la fois maternel et scrutateur. Alors, c'est vous qui avez enfin attrapé notre Nicolas. Enchanté, répondit Olivia, ne sachant trop comment réagir au mot attrapé. Vous êtes plus jolie que sur les photos des journaux, et vous avez des yeux gentils. Bien. Nicolas a besoin de quelqu'un avec des yeux gentils. Madame Liu, avertit Nicolas. Quoi? Je dis simplement qu'elle vaut mieux que cette horrible Catherine. Madame Liu découvrit les plats, révélant ce qui ressemblait à un festin gastronomique. Celle-là avait des yeux de requin, froid et calculateur. Olivia tenta de ne pas rire devant l'expression mortifiée de Nicolas. Ça sent incroyablement bon. Madame Liu, vous êtes trop maigre. Je vais arranger ça. Madame Liu tapota l'épaule d'Olivia. Nicolas, assurez-vous qu'elle mange. Elle n'a que la peau sur les os. Après le départ de Madame Liu, Olivia et Nicolas dînèrent dans un silence relatif. La nourriture était effectivement incroyable, une sorte d'agneau braisé avec des légumes qui fondaient dans la bouche, mais Olivia se surprit à lancer des regards furtifs à Nicolas, repensant à ce que Madame Liu avait dit. « Elle vous a vraiment aidé à vous élever » demanda-t-elle enfin. « Mes parents voyageaient beaucoup. Pour affaires même avant de mourir. Madame Liu a été plus constante dans ma vie que. Ça a dû être solitaire. C'était pratique. Les émotions ne dirigent pas les entreprises. » Olivia posa sa fourchette. Vous croyez vraiment ça? Que les émotions ne sont que gênantes? Je crois que les émotions obscurcissent le jugement. Elles rendent vulnérables. Elles mènent à des erreurs. Elles mènent aussi à la joie, à l'amour et à tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Vraiment? La voix de Nicolas était basse. Parce que de mon point de vue, les émotions mènent surtout à la déception. Olivia sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine devant la tristesse dans sa voix. Cet homme qui semblait tout avoir été l'une des personnes les plus seules qu'elle ait jamais rencontrées. Pas toujours, souffla-t-elle. Ils terminèrent le dîner sans aborder de sujet plus profond que la météo, mais Olivia sentait quelque chose changer entre eux. Une muraille que Nicolas avait construite autour de lui montrait de minuscules fissures, et elle se surprit à vouloir comprendre l'homme derrière la façade d'homme d'affaires. Plus tard, en se préparant pour dormir dans sa chambre ridiculement luxueuse, Olivia se surprit à penser à Nicolas mangeant seul dans cette immense salle à manger pendant des années. Pas étonnant qu'il aborde tout comme une transaction d'affaires.
C'était probablement le seul type de relation dans laquelle il se sentait en sécurité. Elle se brossait les dents quand elle entendit de la musique quelque part dans le penthouse, du piano classique joué avec talent et une émotion surprenante. Olivia suivit le son dans le couloir jusqu'à une porte entr'ouverte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. À travers l'entrebâillement, elle vit Nicolas à un piano à queue, ses doigts glissant sur les touches avec une aisance pratiquée. Il avait troqué son costume contre un t-shirt et un pantalon de pyjama, ses cheveux ébouriffés comme s'il y avait passé les mains, mais c'était l'expression sur son visage qui arrêta Olivia net. Il semblait paisible, vulnérable. Le masque soigneusement contrôlé qu'il portait le jour avait complètement disparu, remplacé par quelque chose de brut et magnifique. La musique qu'il jouait était mélancolique mais sublime, pleine de nostalgie, de tristesse, et peut-être d'un soupçon d'espoir. Olivia resta là plusieurs minutes, fascinée par cet aperçu du vrai Nicolas Grand, l'homme qui jouait du piano dans le noir, qui avait des yeux gentils, et qui prenait soin des gouvernantes qui le grondaient sur ses choix de femme. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas que la musique s'était arrêtée. « Vous comptez rester là toute la nuit, ou vous entrez ?» Le visage d'Olivia s'enflamma. « Pardon. J'ai entendu la musique et je ne voulais pas espionner. Ce n'est rien. Je ne déteste pas avoir un public. » Olivia hésita, puis entra dans la pièce. C'était clairement l'espace privé de Nicolas, plus personnel que le reste du penthouse. Il y avait des photos sur la cheminée, des livres éparpillés sur les tables, une guitare dans un coin. « Vous jouez magnifiquement, » dit-elle. « C'était quoi cette pièce ? Quelque chose que j'ai composé il y a quelques années. » Les doigts de Nicolas effleurèrent les touches, jouant une simple mélodie. « Je ne la joue généralement pas pour les autres. » Pourquoi ? Elle est sublime. Parce qu'elle est trop honnête. Olivia sentit son souffle se bloquer devant cette simple confidence. C'était la chose la plus vraie qu'il lui ait dite depuis leur rencontre. L'honnêteté n'est pas toujours une mauvaise chose, souffla-t-elle. Dans mon expérience, elle l'est généralement. Ils se regardèrent dans la pièce faiblement éclairée, et Olivia sentit à nouveau quelque chose changer entre eux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec des contrats ou des arrangements d'affaires et tout à voir avec la façon dont Nicolas la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux, fragile et totalement inattendu. « Je devrais vous laisser dormir, » dit enfin Olivia, même si elle n'en avait aucune envie. « Probablement. » Mais Nicolas ne détourna pas les yeux. « Olivia. Merci d'avoir accepté tout ça. Je sais que ce n'est pas facile. Nous nous aidons mutuellement, vous vous souvenez ? C'est ce que font les associés. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Nicolas au mot associé, mais il se contenta de hocher la tête. « Bonne nuit, Olivia. »« Bonne nuit, Nicolas. » En retournant à sa chambre, Olivia ne pouvait se défaire de l'impression d'avoir vu le vrai Nicolas Grand, pas le milliardaire ou le playboy mondain, mais l'homme qui jouait une musique mélancolique dans le noir. Et qui avait construit des murs si hauts autour de son cœur qu'il ne voyait plus par-dessus. Elle était dans de sérieux ennuis. Parce que malgré tout, le contrat, les règles, le délai de 6 mois, elle commençait à tenir à lui. Vraiment tenir à lui. Et ça ne faisait définitivement pas partie de leur arrangement d'affaires. Musée Whitney. D'art américain, gala corporatif de Grant Holdings. 2 semaines plus tard, Olivia se regardait dans le miroir en pied de la chambre de Nicolas, à peine reconnaissable. La robe Valentino bleu nuit épousait ses courbes exactement où il fallait, la soie si fine qu'elle semblait liquide sur sa peau. Des boucles d'oreilles en vrai diamant, pas du zircon, captaient la lumière quand elle tournait la tête. Ses cheveux avaient été coiffés par quelqu'un dont le tarif horaire dépassait probablement son salaire hebdomadaire, relevé en un chignon élégant qui allongeait incroyablement son cou. Elle avait l'air d'appartenir au monde de Nicolas. Le problème était qu'elle ne s'y sentait pas. « Vous êtes très embotté. Harper. » Olivia pivota et trouva Nicolas dans l'embrasure de la porte. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Si elle était belle, lui était absolument dévastateur dans son smoking sur mesure. Le tissu noir était coupé à la perfection, soulignant ses larges épaules et sa taille fine. Ses cheveux noirs étaient coiffés juste comme il fallait, et quand il sourit, ce sourire lent et dangereux qu'il avait mis dans ce pétrin, Olivia sentit ses genoux faiblir. « C'est Madame Grant maintenant, vous vous souvenez ?» dit-elle, essayant de garder un ton léger. « Nous sommes jeunes mariés. Follement amoureux. » Exact. Quelque chose vacilla dans les yeux de Nicolas à ces mots, mais si vite qu'Olivia crut l'avoir imaginé. « Prête pour ça ? » Aussi prête que possible. Olivia prit le petit sac à main, qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel. Au fait, pourquoi le Whitney ? Pourquoi pas quelque chose de plus traditionnel pour un événement corporatif ? Parce que Grant Holdings n'est pas une entreprise traditionnelle. Nous parlons innovation, soutien aux arts, investissement dans la culture. Le Whitney représente tout ce que nous défendons. Nicolas s'approcha, et Olivia huma à nouveau son parfum, ce mélange enivrant de cèdre et d'épices qui hantait ses rêves depuis 2 semaines. Et ça ne fait pas de mal que je possède une part significative de leur dotation, ajouta-t-il sèchement. Ça aussi. Le sourire de Nicolas était sans excuse.
Les affaires sont les affaires, Olivia. Mais ça n'empêche pas que ça puisse avoir du sens. Olivia étudia son visage, cherchant le moindre signe qu'il jouait la comédie. Mais elle commençait à réaliser qu'avec Nicolas, les frontières entre émotions sincères et stratégies calculées étaient souvent floues au point d'être indiscernables. Il y a quelque chose dont nous devons parler avant de partir, dit Nicolas, son expression redevenant sérieuse. Oh non. Quoi encore? Le contact physique. La voix de Nicolas était soigneusement neutre, mais Olivia remarqua la légère crispation de ses mains. Nous sommes censés être jeunes mariés. Les gens s'attendent à ce que nous soyons tactiles. Quel genre de tactile? Demanda-t-elle, fière que sa voix reste stable. C'est tenir la main. Mon bras autour de votre taille. Peut être. Nicolas s'éclaircit la gorge. Peut être un baiser occasionnel sur la joue ou le front. Olivia sentit son cœur s'emballer à l'idée des lèvres de Nicolas sur sa peau, même pour quelque chose d'aussi innocent qu'un baiser sur la joue. Ça semblait raisonnable. Bien. Nicolas s'approcha, assez pour qu'Olivia voie les éclats dorés dans ses yeux verts. Nous devrions probablement répéter. Répéter le contact physique. Si nous voulons être convaincants, il faut que ça paraisse naturel. Nicolas tendit la main. Puis-je? Olivia fixa sa main tendue un instant, puis posa lentement sa paume contre la sienne. Le contact fut électrique, littéralement. Elle sentit des étincelles remonter son bras et se loger quelque part près de son cœur. Les doigts de Nicolas se refermèrent sur les siens, chauds, forts et légèrement calleux d'une façon qui la surprit. Elle s'attendait à des mains de businessman douces, mais celle de Nicolas racontait une autre histoire. « Vous avez des cales ?» dit-elle sans réfléchir. « J'ai fait des chantiers l'été pendant mes études. Vieilles habitudes. » Olivia sentit une autre pièce du puzzle Nicolas Grand se mettre en place. « C'est pour ça que madame lui dit que vous êtes différent. Vous savez ce que c'est d'être normal. Je n'irai pas jusque-là. » Nicolas leva leurs mains jointes et effleura ses phalanges de son pouce, un geste si doux et intime que le souffle d'Olivia se bloqua. Mais je me souviens ce que c'était de s'inquiéter pour payer le loyer. Ils restèrent là un moment, main dans la main, et Olivia sentit l'air entre eux crépiter de tension. C'était censé être une répétition, un exercice d'affaires. Mais la façon dont Nicolas la regardait, comme si elle était précieuse et fascinante, faisait que ça ressemblait à tout sauf à des affaires. « Nous devrions y aller, dit enfin Nicolas, mais il ne lâcha pas sa main. La voiture attend. Le trajet jusqu'au Whitney fut une étude de tension maîtrisée. Nicolas gardait une main sur le genou d'Olivia, un geste nonchalant censé paraître naturel mais qui envoyait plutôt des décharges électriques dans tout son système nerveux. À chaque bosse ou virage, ses doigts se resserraient légèrement, et Olivia devait se concentrer pour respirer normalement. « Souvenez-vous, » murmura Nicolas alors qu'ils arrivaient au musée, « nous sommes follement amoureux. Nous ne pouvons pas nous lâcher. Nous sommes encore en lune de miel. Caprice. Follement amoureux. Phase lune de miel. Main partout. Pas partout, Madame Grand. » Le rire de Nicolas était bas et intime. C'est quand même un événement professionnel. La façon dont il dit Madame Grand fit frissonner Olivia. Elle était définitivement dans les ennuis. L'entrée du Whitney était illuminée comme une première de film, avec des photographes massés derrière des cordons de velours et des voituriers en uniforme impeccable aidant les invités à descendre de voiture. Olivia avait déjà participé à des événements de musée, mais rien de comparable. C'était la haute société new-yorkaise dans toute sa splendeur et son intimidation. Souriez, souffla Nicolas en l'aidant à descendre de voiture. Vous êtes follement heureuse d'être mariée avec moi. Olivia afficha ce qu'elle espérait être un sourire convaincant tandis que les flashs explosaient autour d'eux. Le bras de Nicolas glissa autour de sa taille, la serrant contre son flanc, et Olivia fut reconnaissante du contact. Sans sa présence stable, elle aurait être fui vers la voiture. Monsieur Grant. Monsieur Grant. Les photographes criaient des questions, mais Nicolas se contenta de sourire et saluer, guidant Olivia avec fluidité à travers le chaos vers l'entrée du musée. « C'est toujours comme ça ?» demanda Olivia une fois à l'intérieur. « Les photographes ? Seulement quand il y a du sang frais ?» Le sourire de Nicolas était ironique. « Ils essaient de découvrir qui vous êtes depuis des semaines. Ce soir c'est la grande révélation. » La grande galerie du Whitney avait été transformée en espace cocktail élégant, avec des serveurs circulant parmi la foule avec du champagne et des canapés hors de prix. La liste des invités était un ouzou de l'élite culturelle et financière de New York. Olivia repéra au moins 3 personnes qu'elle avait vues en couverture de Forbes. Nicolas. Une voix tonna depuis l'autre côté de la salle, et Olivia se tourna pour voir un homme distingué d'une 60aine d'années s'approcher avec un sourire sincère. Voilà l'homme du jour. Robert. Nicolas serra chaleureusement la main de l'homme. Olivia, voici Robert Liu, le frère de Madame Liu et directeur du Whitney. Robert, je vous présente ma femme, Olivia. La mystérieuse Olivia. Les yeux de Robert pétillèrent de bonne humeur. Ma sœur m'a tellement parlé de vous. Elle vous adore, vous savez. Madame Liu est merveilleuse, répondit Olivia avec sincérité. Elle prend très bien soin de moi.
Elle a toujours eu un bon jugement des caractères. Le regard de Robert passa entre Olivia et Nicolas, et quelque chose dans son expression suggéra qu'il voyait plus qu'il ne le souhaitait probablement. Je dois dire que je n'ai jamais vu Nicolas aussi détendu. Le mariage me réussit. Le bras de Nicolas se resserra autour de la taille d'Olivia. Apparemment. Le sourire de Robert était entendu. Olivia, je crois savoir que vous êtes conservatrice au mai. Nous devrions parler d'opportunités de collaboration. Le Whitney cherche toujours de nouvelles perspectives sur les acquisitions contemporaines. Olivia sentit une bouffée d'excitation. Robert Liu était l'un des directeurs de musées les plus respectés du pays. Son intérêt professionnel pourrait être énorme pour sa carrière. Avec grand plaisir. Alors que Robert s'éloignait pour saluer d'autres invités, Nicolas se pencha pour murmurer à son oreille. Vous voyez? Je vous avais dit que cet arrangement aurait des avantages. Vous appelez l'intérêt professionnel de Robert Liu un avantage de notre arrangement? Tout est connecté dans mon monde, Olivia. Plus tôt vous le comprendrez, plus facile ce sera. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, une autre voix les interrompit. Eh bien, si ce n'est pas le couple heureux. Olivia se tourna et vit une femme s'approcher, grande, blonde, et d'une beauté qui parlait d'excellente ascendance et d'encore meilleure retouche esthétique. Elle portait une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Olivia, et son sourire était assez tranchant pour couper du verre. Le corps entier de Nicolas se raidit à côté d'elle. Catherine. L'estomac d'Olivia Chavira. C'était elle, l'ex-fiancée qui avait brisé le cœur de Nicolas et s'était enfuie avec son associé. Catherine était encore plus belle qu'Olivia ne l'avait imaginé, avec cette élégance nonchalante qui vient d'être née dans la richesse et le privilège. Nicolas. La voix de Catherine était douce comme du miel avec une pointe d'acier. Tu es splendide. Le mariage te va visiblement à ravir. Catherine, voici ma femme, Olivia. Olivia, Catherine Ashford. Les yeux bleus glaciers de Catherine balayèrent Olivia d'un regard d'évaluation que les femmes riches avaient perfectionné en art. Olivia se sentit comme un spécimen sous microscope, chaque détail de son apparence catalogué et jugé. Charmant, dit enfin Catherine, bien que son ton suggéra qu'elle trouvait Olivia tout sauf ça. Dites-moi, Olivia, comment avez-vous réussi à attraper notre Nicolas? Tant ont essayé et échoué. Olivia sentit la tension de Nicolas dans chaque ligne de son corps. Elle sentit aussi que la question de Catherine était chargée de malveillance. C'était un test, et Olivia était presque sûre que Catherine s'attendait à ce qu'elle échoue. Je ne l'ai pas attrapé, répondit Olivia avec suavité, se rapprochant de Nicolas et posant sa main sur son torse. Nous nous sommes attrapés mutuellement. Elle leva les yeux vers Nicolas en parlant, et pendant un instant elle oublia qu'il jouait la comédie, la façon dont il la regardait, intense, possessif et peu, être reconnaissant, la fit se sentir comme la personne la plus importante de la salle. La main de Nicolas couvrit la sienne sur son torse, leurs doigts s'entrelçant. Olivia a le don de voir à travers les apparences, dit-il d'une voix basse et intime. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Le sourire de Catherine devint encore plus acerbe, comme c'est rafraîchissant. Nicolas a toujours préféré les types authentiques. La façon dont elle prononça authentique en fit une maladie. Olivia sentit sa colère monter, mais le pouce de Nicolas caressant ses phalanges lui rappela qu'ils avaient un public. L'authenticité est sous-estimée dans nos cercles, répondit Olivia avec un sourire tout tendant. Je trouve que la plupart des gens qui doivent travailler si dur pour paraître sophistiqués ne le sont généralement pas. Les yeux de Catherine brillèrent d'une lueur qui aurait pu être du respect. Quelle franchise délicieuse. Je vois pourquoi Nicolas vous trouve divertissante. Catherine. La voix de Nicolas portait un avertissement qui fit taire plusieurs conversations voisines. Je crois que votre cavalier vous cherche. Catherine jeta un regard par-dessus son épaule où un homme aux cheveux argentés en costume hors de prix balayait, effectivement la salle avec une impatience évidente. David déteste attendre. Mais ce fut un plaisir de vous rencontrer, Olivia. Je suis sûr que nous nous reverrons souvent. Tandis que Catherine s'éloignait avec grâce, Olivia sentit une partie de la tension quitter le corps de Nicolas. Ça s'est bien passé, ironisa-t-elle. Vous avez été parfaite. La voix de Nicolas était rauque d'une émotion qui semblait sincère. La façon dont vous l'avez remise à sa place, c'était exactement ce qu'il lui fallait entendre. Elle est toujours amoureuse de vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La façon dont elle vous regardait. La façon dont elle a pris soin de mentionner que vous préférez les types authentiques. Elle essayait de faire passer ça pour un compromis. Olivia étudia son visage. Elle regrette ce qu'elle a fait. Catherine regrette d'avoir été prise, pas ce qu'elle a fait. L'expression de Nicolas était soigneusement neutre, mais Olivia vit la vieille douleur dans ses yeux. Elle a fait son choix, et maintenant j'ai fait le mien. Oui. La main de Nicolas serra la sienne. Je l'ai fait. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de présentations, conversations d'affaires et démonstrations publiques d'affection soigneusement orchestrées. Olivia se glissa dans le rôle plus facilement qu'elle ne l'aurait cru, riant aux blagues de Nicolas, le laissant lui faire goûter des bouchées de dessert, se laissant aller à son contact quand il murmurait à son oreille.
Le problème était que ça commençait à ressembler moins à un jeu et plus à autre chose. Quand ils quittèrent le musée, les pieds d'Olivia étaient en feu dans ses escarpins de créateur, mais elle se sentait étrangement exaltée. Elle avait tenu tête dans une salle pleine de l'élite new-yorkaise, charmé un directeur de musée, et affronté l'ex-fiancée manipulatrice de Nicholas. Pas mal pour une fille du Connecticut. Vous avez été incroyable ce soir, dit Nicholas alors que leur voiture s'éloignait du musée. Je n'ai jamais vu Catherine aussi déstabilisée. Elle est magnifique, dit Olivia, regrettant immédiatement l'aveu. C'est du poison dans un joli emballage. La voix de Nicholas était plate. La beauté ne veut pas dire grand-chose quand il n'y a rien de vrai dessous. Olivia se tourna pour étudier son profil dans la lumière tamisée de la voiture. C'est pour ça que vous gardez tout en surface? À cause de ce qui s'est passé avec elle, Catherine m'a appris que les personnes les plus proches sont celles qui peuvent vous faire le plus mal. Elle connaissait exactement tous mes points faibles, et elle les a tous utilisés. La mâchoire de Nicholas se crispa. Je ne referai pas cette erreur. Olivia sentit son cœur se serrer devant la douleur dans sa voix. Tout le monde n'est pas comme elle, Nicholas. Comment en être sûr? Parce que moi je ne suis pas comme elle. Nicholas se tourna alors vers elle, ses yeux verts scrutant son visage dans l'ombre de la voiture. Non, dit-il enfin. Vous ne l'êtes pas. L'air entre eux était chargé de tension, lourd de tout ce qu'il ne disait pas. Olivia se sentait attirée vers lui comme un aimant, par quelque chose de plus profond que l'attraction physique. C'était un territoire dangereux, le genre d'intimité émotionnelle explicitement interdit par leur contrat, mais quand Nicholas tendit la main et replaça une mèche rebelle derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur sa joue, Olivia ne put se résoudre à reculer. Olivia. La voix de Nicholas était rauque, incertaine. Ce truc entre nous. Je sais. Le murmure d'Olivia était à peine audible. Ce n'est pas censé être réel. Mais ça y ressemble. Oui. Olivia ferma les yeux quand le pouce de Nicholas effleura sa pommette. Ça y ressemble. Pendant un instant, Olivia crut qu'il allait l'embrasser. Elle voyait le désir dans ses yeux, sentait la tension s'enrouler entre eux comme un ressort trop tendu. Mais la voiture s'arrêta devant leur immeuble, et Nicholas retira sa main comme s'il s'était brûlé. Nous devrions monter, dit-il, sa voix à nouveau soigneusement contrôlée. Oui. Il est tard. Le trajet en ascenseur jusqu'aux pentoses fut silencieux, mais Olivia sentait la présence de Nicholas comme une force physique à côté d'elle. Chaque respiration semblait trop forte. Chaque mouvement chargé de sens. Devant la porte de sa chambre, Nicholas s'arrêta. Olivia. Oui? Merci pour ce soir. Pour tout ça. Le sourire de Nicholas était doux, sincère. Je sais que ce n'est pas ce pourquoi vous avez signé. En réalité, souffla Olivia, je crois que c'est exactement pour ça que j'ai signé. Je ne le savais simplement pas à ce moment-là. Les yeux de Nicholas s'écarquillèrent légèrement devant son aveu, et pendant un battement de cœur Olivia crut qu'il allait dire quelque chose, reconnaître les sentiments qui grandissaient clairement entre eux, malgré toutes leurs règles, contrats et frontières soigneusement tracés. Au lieu de cela, il recula d'un pas. Bonne nuit, Olivia. Bonne nuit. Nicholas. Olivia ferma sa porte et s'y adossa, le cœur battant. Elle tombait amoureuse de lui. Malgré toutes les raisons logiques qui auraient dû l'en empêcher, malgré tous les avertissements de sa raison, elle tombait follement amoureuse de Nicholas Grand. Et à la façon dont il l'avait regardée ce soir, comme si elle était précieuse, inattendue et terrifiante, elle commençait à penser qu'il tombait peu, être amoureux d'elle aussi, ce qui signifiait qu'ils étaient tous les deux dans bien plus d'ennuis que leur contrat soigneusement rédigé ne pourrait jamais couvrir. Siège de Grant Holdings et divers lieux de New York. 3 semaines plus tard, Olivia se tenait dans la salle de conférence du 42e étage de la Grand Tower, regardant Nicholas diriger la pièce avec une autorité à la fois impressionnante et légèrement intimidante. Il était en mode PDG total, costume impeccable, esprit encore plus affûté, et cette intensité concentrée particulière qui faisait que des hommes 2 fois plus âgés que lui buvaient ses paroles. Elle assistait à ces réunions du conseil depuis 3 semaines, officiellement pour soutenir son mari, mais en réalité pour apprendre comment fonctionnait vraiment le monde de Nicholas. Ce qu'elle avait découvert était que Nicholas Grand n'était pas seulement riche, il était brillant. La façon dont il analysait les tendances du marché, anticipait les problèmes et orchestrait les solutions ressemblait à un maître des échecs qui pensait 15 coups à l'avance. L'acquisition de Singapour avance selon le calendrier, disait Nicholas, sa voix portant facilement à travers la table en acajou. Mais je veux des études d'impact environnemental complètes avant de commencer les travaux. Grand Holdings ne construit pas au détriment des écosystèmes locaux. Robert Ellison, le directeur financier, se tortilla inconfortablement sur son siège. Nicholas, ces études ajouteront au moins 6 mois au calendrier. Nos investisseurs attendent. Nos investisseurs attendent une croissance durable à long terme, pas un profit rapide suivi de catastrophes de relations publiques. Le ton de Nicholas était poli mais définitif. Les études seront faites. Olivia se surprit à sourire malgré la gravité de la discussion. C'était encore une facette de Nicholas qu'elle découvrait,
l'homme qui aurait pu prendre des raccourcis et maximiser les profits mais choisissait le chemin plus difficile, plus éthique. C'était attirant d'une façon qui n'avait rien à voir avec son physique et tout à voir avec son caractère. Madame Grand semble approuver votre position environnementale, observa Margaret Liu, fille de Madame Liu et directrice des relations publiques de l'entreprise. Elle était vive, élégante, et avait hérité de la capacité de sa mère à tout voir tout en paraissant ne se concentrer sur rien. Olivia sentit la chaleur lui monter au cou quand 12 paires d'yeux se tournèrent vers elle. Je pense qu'il est important que les entreprises considèrent leur impact au-delà des simples marges bénéficiaires, dit-elle, fière que sa voix reste stable, surtout des entreprises avec l'influence de Grant Holdings. Parler comme une vraie conservatrice de musée, commenta David Wong, le plus jeune membre du conseil à 35 ans, toujours à penser à la préservation. En réalité, je pensais comme quelqu'un qui veut que ses enfants héritent d'une planète vivable, répliqua Olivia avec un sourire qui ôtait toute pointe à ses mots. Les conservateurs de musées se trouvent juste être bons pour penser à long terme. Les yeux de Nicolas rencontrèrent les siens à travers la table, et quelque chose de chaleureux et d'appréciatif brilla dans leur profondeur verte. Olivia a été inestimable pour m'aider à réfléchir aux implications culturelles de nos expansions internationales, dit-il. Sa perspective sur la perception des entreprises américaines à l'étranger a été éclairante. Olivia tenta de ne pas montrer sa surprise. Nicolas lui demandait son avis sur diverses questions d'affaires pendant leur café du matin, mais elle n'avait pas réalisé qu'il intégrait réellement ses retours dans les décisions de l'entreprise. La réunion se poursuivit encore 1 heure, couvrant tout, des projections trimestrielles à un partenariat proposé avec une entreprise d'énergie renouvelable. Olivia se surprit à être sincèrement intéressée par les discussions, particulièrement quand elles touchaient aux initiatives de financement artistique de Grant Holdings. Avant d'ajourner, dit Nicolas, je tiens à annoncer que Grant Holdings sponsorisera un nouveau fonds d'acquisition d'art contemporain au Metropolitan Museum of Art. Olivia supervisera le processus de sélection. La tasse de café d'Olivia se figea à mi-chemin de ses lèvres. Pardon, Koé. Le fonds Olivia Harper pour l'art contemporain, poursuivit Nicolas avec fluidité, comme s'il n'avait pas lâché une bombe qui allait changer toute sa trajectoire de carrière. Financement initial de 5 millions de dollars, avec possibilité d'extension selon les résultats. La salle bruissa de murmures d'approbation, mais Olivia les entendit à peine. 5 millions de dollars pour acheter de l'art contemporain, avec elle qui prenait les décisions. C'était le genre d'opportunité dont les conservateurs rêvent toute leur carrière. C'était aussi exactement le genre de grand geste qui brouillait les frontières entre leur arrangement d'affaires et quelque chose de beaucoup plus personnel. Après la fin de la réunion et le départ des membres du conseil, Olivia resta, l'esprit en ébullition. « Vous ne pouvez pas annoncer quelque chose comme ça sans m'en parler d'abord, dit-elle quand ils furent seuls. Vous ne voulez pas du poste? Bien sûr que si, c'est incroyable. C'est... » Olivia se leva et se mit à faire les 100 pas dans la salle de conférence. C'est un rêve qui devient réalité. Mais ce n'est pas le problème. Le problème est que ça ne fait pas partie de notre arrangement. Notre arrangement est que nous nous aidions mutuellement professionnellement et personnellement. Ça vous aide professionnellement. C'est bien plus que de l'aide, Nicolas. C'est un changement de vie. Et c'est un problème parce que... Olivia s'arrêta, et lui fit face. Parce que c'est trop. Parce que ça rend tout ça trop réel. Parce que... Elle s'interrompit, incapable d'exprimer ce dont elle avait vraiment peur. Parce que vous vous inquiétez de ce qui se passera quand nos 6 mois seront écoulés. Nicolas termina doucement. Olivia hocha la tête, reconnaissante qu'il comprenne sans qu'elle étale les plaies. Que deviendra le fonds quand nous divorcerons? Que deviendra ma crédibilité quand les gens découvriront que notre mariage était faux? Et si nous ne divorcions pas? Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi, et Olivia sentit son cœur rater plusieurs battements. Que dites-vous? Je dis que être les frontières entre faux et réel ne sont pas aussi nettes que nous le pensions. Nicolas s'approcha, assez près pour qu'Olivia sente son parfum et voie l'incertitude dans ses yeux. Je dis que être ça n'a pas besoin de se terminer dans 6 mois. Nicolas. Je sais ce que dit, le contrat. Je sais ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, mais Olivia, ce que nous avons. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? À un partenariat d'affaires. Bénéfice mutuel. Simple et net. Le rire de Nicolas était désabusé. Je ne m'attendais certainement pas à attendre avec impatience vos blagues nulles sur le café chaque matin. Mes blagues ne sont pas nulles. Vos jeux de mots sur le café sont des crimes contre l'humanité. Malgré tout, Olivia se surprit à sourire. Vous riez quand même. Parce que votre visage s'illumine quand vous les faites. Et ça? Nicolas s'arrêta, semblant réaliser ce qu'il allait admettre. Et ça quoi? Demanda docilmente, Olivia. C'est le meilleur moment de ma journée. Cette simple confidence frappa Olivia comme un coup physique. C'était un territoire dangereux, le genre d'honnêteté émotionnelle explicitement interdit par leur contrat, mais en regardant le visage de Nicolas, en voyant la vulnérabilité dans son expression,
Olivia ne put se résoudre à se réfugier derrière leur mur soigneusement construit. Le mien aussi, murmura-t-elle. Pendant un moment ils se regardèrent simplement, le poids de leur aveu mutuel s'installant entre eux. Puis le téléphone de Nicolas vibra, brisant le charme. « Nous devrions y aller », dit-il en vérifiant le message. « Nous déjeunons avec vos parents dans 1 heure. » Oh non, j'avais complètement oublié. Ses parents étaient descendus du Connecticut pour rencontrer leur nouveau gendre, et Olivia redoutait ce moment depuis des semaines. Sa mère, Claire Harper, avait une capacité incannie à voir à travers n'importe quel mensonge. Et son père, Henry, était le genre d'homme qui posait des questions directes et attendait des réponses honnêtes. « Tout ira bien », assura Nicolas, bien qu'il semble presque aussi nerveux qu'Olivia. « Je suis bon avec les parents. Vous êtes bon avec les membres du conseil et les mondains. Mes parents sont différents. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un restaurant italien cosy de Little Italy, choix d'Olivia, parce qu'elle pensait que ses parents seraient plus à l'aise dans un endroit décontracté que dans l'un des établissements haut de gamme habituels de Nicolas. Regardez son père, propriétaire d'un magasin de bricolage dans une petite ville du Connecticut, serrer la main de l'un des hommes les plus puissants d'Amérique était surréaliste. « Alors, Nicolas » dit Claire Harper après avoir commandé, ses yeux gentils étudiant Nicolas avec un intérêt maternel. « Olivia nous dit que vous vous êtes rencontrés lors d'un vernissage. » « En réalité, nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité », corrigea Nicolas avec fluidité. Olivia représentait le mai, et j'ai été immédiatement frappé par sa passion pour l'art. « Coup de foudre » demanda Henry Harper avec le ton légèrement sceptique dont Olivia se souvenait de son adolescence. « Plutôt reconnaissance au premier regard », répondit Nicolas, et quelque chose dans sa voix fit qu'Olivia le regarda fixement. Comme si j'avais attendu toute ma vie de rencontrer quelqu'un exactement comme elle. Olivia sentit son cœur faire quelque chose de compliqué dans sa poitrine. La façon dont Nicolas la regardait en parlant la fit se demander s'il jouait encore la comédie, ou si un peu de vérité se glissait. « C'est magnifique. » Claire soupira. « Et le mariage en Toscane, tellement romantique. Je n'arrive toujours pas à croire que vous ne nous ayez rien dit. »« Ça s'est passé très vite, » dit Olivia, culpabilisant de mentir à ses parents. « Nous savions, c'est tout. Quand on sait, approuva Henry, bien que ses yeux perçants continuent d'évaluer Nicolas. « Quelles sont vos intentions envers ma fille, papa ?» protesta Olivia, mais Nicolas leva la main. « C'est une question légitime. » Nicolas se tourna directement vers Henry. « Monsieur Harper, votre fille est la personne la plus sincère, intelligente et attentionnée que j'ai jamais rencontrée. Mon intention est de passer le reste de ma vie à essayer d'être digne d'elle. » Olivia retint son souffle devant la sincérité dans sa voix. Si elle ne savait pas à quoi s'en tenir, elle aurait juré qu'il le pensait vraiment. Le déjeuner se poursuivit avec Henry cuisinant Nicolas sur tout, de ses pratiques commerciales à ses idées sur l'équilibre vie pro-vie perso. Nicolas répondit à chaque question avec grâce et honnêteté, partageant des anecdotes sur le fait de grandir sans parents et de construire son entreprise de zéro. Olivia se surprit à le voir à travers les yeux de ses parents, pas comme le milliardaire intimidant, mais comme un homme qui avait surmonté la tragédie et travaillé dur pour tout ce qu'il avait. « Il est adorable », chuchota Claire à Olivia quand les hommes s'éloignèrent pour un appel professionnel. « Un peu intense, peut-être, mais on voit à quel point il t'adore. C'est compliqué, maman. Les meilleures relations le sont généralement. » Claire serra la main d'Olivia. « Ton père et moi n'avons pas eu un début facile non plus. Il était convaincu que j'étais trop bien pour lui, et moi que c'était lui qui était trop têtu pour quiconque. Il s'est avéré que nous avions tous les deux raison, et tort. » Après le départ de ses parents pour le Connecticut, Olivia et Nicolas marchèrent lentement dans Central Park. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les arbres, baignant tout d'une lumière dorée, et Olivia se sentait étrangement mélancolique. « Vos parents sont formidables, » dit Nicolas, brisant le silence confortable entre eux. « Ils vous ont aimé. »« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? » ?»« Mon père vous a demandé votre handicap au golf. Il ne fait ça qu'avec les gens qu'il prévoit d'inviter à son barbecue annuel d'été. » Nicolas sourit. « J'espère que vous l'avez prévenu que je suis nul au golf. Vous plaisantez ? Ça va le faire vous aimer encore plus. Il adore avoir quelqu'un à qui donner des leçons. » Ils marchèrent en silence un moment, regardant joggeurs et promeneurs de chiens profiter de la belle journée. Olivia repensait aux mots de Nicolas dans la salle de conférence, à ce qui se passerait s'il ne divorçait pas. S'il laissait ce faux mariage devenir quelque chose de réel. « Nicolas, dit-elle enfin. Ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le prolongement de notre arrangement. Oubliez que je l'ai dit. » La voix de Nicolas était soigneusement contrôlée. C'était peu professionnel. « Et si je ne veux pas oublier ?» Nicolas s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Olivia. Et si j'y pensais aussi ? Et si ça me semblait trop réel ? Parce que c'est réel. » Pendant un instant, l'espoir brilla dans les yeux verts de Nicolas. Puis son expression se ferma, et Olivia put presque le voir reconstruire ses murs émotionnels en temps réel. « Ce n'est pas réel, » dit-il fermement. « C'est la proximité. C'est la situation. Nous jouons à la maison,
et il est facile de se laisser emporter par le fantasme. Vous pensez vraiment que c'est ça? Un fantasme? Je pense que nous sommes deux personnes intelligentes qui se sont un peu laissées emporter. La voix de Nicolas était froide, professionnelle. Le contrat est clair, Olivia. 6 mois. Pas d'attaches émotionnelles. Pas de complications. Et ce dont nous venons de parler dans la salle de conférence, ça? Un moment de faiblesse. Ça ne se reproduira pas. Olivia le fixa, essayant de concilier cet homme froid et distant avec celui qui avait joué du piano pour elle dans le noir, qui avait défendu ses préoccupations environnementales lors d'une réunion du conseil, qui avait regardé ses parents comme s'il voulait vraiment leur approbation. Très bien, dit-elle enfin. Si c'est comme ça que vous voulez jouer. C'est comme ça que nous avons convenu de jouer. La marche de retour au penthouse fut silencieuse et tendue. Olivia avait l'impression de regarder Nicolas se replier sur lui-même, redevenant l'homme d'affaires intouchable. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, c'était comme si le moment de vulnérabilité dans la salle de conférence n'avait jamais existé. Ce soir-là, Olivia était assise dans la bibliothèque du Penthouse, essayant de se concentrer sur un livre sur les mouvements d'art contemporain, mais son esprit revenait sans cesse aux mots de Nicolas, à la façon dont il s'était fermé dès que les choses étaient devenues trop réelles. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle manqua presque le son de musique de piano venant du couloir. La mélodie était différente ce soir, plus colérique, plus tourmentée. Olivia posa son livre et suivit le son jusqu'à la salle de musique de Nicolas. Il était au piano, encore en vêtements de bureau mais cravate desserrée et manches retroussées, ses mains bougeaient sur les touches avec une violence contrôlée, déversant dans la musique l'émotion qu'il ne se permettait pas d'exprimer ailleurs. Olivia resta dans l'embrasure de la porte, fascinée par l'émotion brute de son jeu. C'était le vrai Nicolas, celui qui ressentait tout profondément mais avait appris à si bien le cacher qu'il oubliait parfois lui-même que c'était là. La musique s'arrêta brusquement quand Nicolas remarqua sa présence. « Pardon, dit Olivia. Je ne voulais pas vous déranger. Ce n'est rien. » La voix de Nicolas était soigneusement neutre. « Vous aviez besoin de quelque chose? C'était quoi cette pièce? Celle que vous jouiez? Rien. Juste quelque chose sur lequel je travaillais. » Ça sonnait en colère. « Vraiment? » Le sourire de Nicolas était poli et totalement faux. Je n'avais pas remarqué. Olivia avait envie de hurler, de le secouer jusqu'à ce qu'il admette qu'il ressentait quelque chose pour elle, que cette connexion entre eux était réelle et méritait d'être explorée. Au lieu de cela, elle se surprit à dire. L'annonce du fonds d'art aujourd'hui, merci, c'est vraiment une opportunité incroyable. Vous n'avez pas à me remercier. C'est bon pour les affaires. Le Met obtient de l'art contemporain, Grant Holdings une bonne presse, et vous une avancée de carrière. Tout le monde y gagne. C'était vraiment seulement ça? Des affaires? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Olivia sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Exact. Pinsua. Juste des affaires. Elle se tourna pour partir, mais la voix de Nicolas l'arrêta à la porte. Olivia. Oui? Le fonds est à vous quoi qu'il arrive entre nous. Je voulais que vous le sachiez. Olivia hocha la tête sans se retourner. Je comprends. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. De retour dans sa chambre, Olivia s'assit sur son lit et regarda les lumières de la ville, essayant de donner un sens au yo-yo émotionnel de la journée. À un moment Nicolas suggérait de rendre leur mariage réel. Le suivant il se retranchait derrière sa façade d'homme d'affaires et la traitait comme une employée sous contrat. Elle comprenait pourquoi il avait peur. Catherine l'avait profondément blessé, et la confiance ne venait pas facilement à un homme qui avait appris tôt que les personnes les plus proches étaient celles qui pouvaient vous détruire. Mais comprendre sa peur ne rendait pas moins douloureux le fait qu'il l'utilise comme arme contre elle. Le téléphone d'Olivia vibra avec un texto de sa mère. On a passé une journée tellement agréable, Nicolas est clairement fou de toi, ma chérie. Ne laisse pas l'orgueil se mettre en travers du bonheur. Si seulement c'était si simple, pensa Olivia. Si seulement Nicolas se permettait d'être fou d'elle au lieu de lutter à chaque étape. Un coup à sa porte interrompit sa rumination. Olivia ouvrit et trouva Madame Liu tenant un plateau avec du thé et ce qui ressemblait à des cookies faits maison. Vous avez l'air triste, annonça Madame Liu en entrant sans attendre d'y être invitée. Nicolas avait l'air triste aussi. Vous êtes tous les deux assis dans des pièces différentes à être tristes au lieu de vous parler. Madame Liu, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous l'aimez. Il vous aime. Vous êtes tous les deux trop têtus pour l'admettre. Madame Liu posa le plateau et fixa Olivia d'un regard sévère. J'ai élevé ce garçon, et je ne l'ai jamais vu se soucier de quelqu'un comme il se soucie de vous. Il a une drôle de façon de le montrer. Il a peur. L'expression de Madame Liu s'adoucit. Cette femme, Catherine, elle a brisé quelque chose en lui. Elle lui a fait croire que se soucier de quelqu'un signifiait leur donner le pouvoir de le détruire. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Attendre en espérant qu'il décide un jour que je vaux le risque? Vous êtes censé être patiente, et vous battre pour lui. Madame Liu s'assit à côté d'Olivia. Ce garçon a été seul toute sa vie, Olivia. Même quand ses parents étaient vivants, ils étaient trop occupés par les affaires pour vraiment le voir. Il ne sait pas comment laisser les gens entrer.
Peut être qu'il ne veut pas me laisser entrer. Peut être qu'il est terrifié à l'idée de vouloir vous laisser entrer. Madame Liu tapota la main d'Olivia. Donnez-lui du temps, mais ne baissez pas les bras. Après le départ de Madame Liu, Olivia resta allongée dans son lit à fixer le plafond. 3 mois restaient sur leur contrat. 3 mois pour déterminer si ce qu'ils avaient valait la peine de se battre, ou si elle se berçait d'illusions sur les sentiments de Nicolas. Dehors, la ville bruissait de vie et de possible. Quelque part dans ce même Pentase, Nicolas était probablement allongé dans son propre lit, fixant son propre plafond, menant la même bataille intérieure entre ce qu'il voulait et ce qu'il croyait être sûr. Olivia ferma les yeux et prit une décision. Elle ne renoncerait pas à lui. Pas encore. Mais elle n'allait pas non plus attendre indéfiniment qu'il décide qu'elle valait le risque. Si Nicolas Grand voulait continuer à jouer, elle allait lui montrer qu'Olivia Harper était une adversaire à sa hauteur. Après tout, elle avait passé sa carrière à étudier l'art, et elle savait quelque chose sur la patience, la persévérance et la valeur des choses pour lesquelles il valait la peine d'attendre. La question était, Nicolas allait-il se laisser convaincre que certains risques valaient d'être pris? Seul le temps le dirait. Divers lieux de New York. Le dernier mois. La vente aux enchères caritatives du Guggenheim battait son plein, l'élite de Manhattan enchérissant des sommes astronomiques sur tout, des week-ends d'escapade aux collections d'art privé. Olivia se tenait à côté de Nicolas, jouant le rôle de l'épouse dévouée tout en comptant intérieurement les jours jusqu'à l'expiration de leur contrat, 23 jours. Pas qu'elle comptait, bien sûr. Lot 47, annonça le commissaire-priseur. Une performance privée de piano par la pianiste classique mondialement reconnue Elena Moreau dans la maison du gagnant. Les enchères commencent à 50 000 $. Olivia sentit Nicolas se raidir à côté d'elle. Elle leva les yeux vers son visage et fut surprise de voir quelque chose qui ressemblait presque à du désir dans son expression. « Vous la connaissez » murmura Olivia. « Nous étions à Juillard ensemble, avant. » La voix de Nicolas s'éteignit. Avant que tout change. Olivia étudia son profil, remarquant la crispation de sa mâchoire quand il mentionna Juillard, une autre pièce du puzzle Nicolas Grand qu'elle ignorait. « Vous avez fait une école de musique ?» Pendant 2 ans. Mes parents trouvaient ça une perte de temps. Ils disaient que je devais me concentrer sur la formation aux affaires. Ils sont morts pendant ma 2e année, et j'ai abandonné pour diriger l'entreprise. La voix de Nicolas était soigneusement neutre, mais Olivia perçut le vieux regret dessous. Elena était ma meilleure amie. Nous devions obtenir notre diplôme ensemble, être formé un duo de piano. Qu'est-il arrivé à ce rêve? Les rêves sont des luxes que je ne pouvais pas me permettre. Les enchères pour la performance d'Elena montaient rapidement, 75 000, 100 000, 125 000. Olivia observa le visage de Nicolas, voyant la guerre entre désir et pragmatisme se jouer dans ses yeux verts. Sans vraiment réfléchir, Olivia leva sa palette. 150 000, lança-t-elle clairement. Nicolas la regarda, choqué. Olivia, que faites-vous? 175, vint une voix de l'autre côté de la salle. Olivia regarda Nicolas droit dans les yeux en levant à nouveau sa palette. 200 000. Le commissaire-priseur scruta la salle avec espoir, mais aucune autre palette n'apparut. 1 fois. 2 fois. Adjugé à Madame Grand pour 200 000 $. Des applaudissements épars remplirent la salle, mais Olivia les entendit à peine. Elle était trop concentrée sur le visage de Nicolas, qui était passé par plusieurs émotions en succession rapide. Choc, confusion, et quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. « Pourquoi avez-vous fait ça » demanda-t-il doucement alors qu'il s'éloignait de la zone des enchères. « Parce que dans 20 ans, quand vous serez assis seul dans ce grand Penthouse, vous regretterez plus de ne pas avoir renoué avec une vieille amie que de dépenser 200 000 $. Nicolas resta silencieux un long moment, ses yeux verts scrutant son visage avec une intensité qui la fit se sentir exposée. « Ce n'est pas votre argent que vous venez de dépenser. Techniquement le nôtre, selon le contrat, Olivia releva Lementon. Considérez ça comme mon cadeau de mariage à mon mari. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'un sens qui allait bien au-delà de leur arrangement d'affaires. L'expression de Nicolas s'adoucit, et pendant un instant Olivia crut qu'il allait dire quelque chose de vrai, quelque chose qui reconnaîtrait les sentiments qu'il dansait autour depuis des mois. Au lieu de cela, il redressa sa cravate et repassa en mode homme d'affaires. Massé. C'était attentionné. Olivia sentit la piqûre familière de son repli émotionnel, mais elle apprenait à mieux cacher sa déception. Drin. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de champagne, bavardage et démonstration publique d'affection soigneusement chorégraphiée. Olivia sourit et joua son rôle, mais intérieurement elle planifiait. 23 jours restants signifiaient 23 jours pour percer les murs de Nicolas, ou accepter que certaines personnes avaient trop peur de se faire mal pour vraiment vivre. Le lendemain matin, Olivia était dans la cuisine en train de préparer du café quand Madame Liu entra avec son énergie habituelle sans détour. Elena Moreau a appelé, annonça Madame Liu sans préambule. Elle veut programmer la performance pour vendredi soir. Elle était très excitée d'avoir des nouvelles de Nicolas après tant d'années. Olivia manqua de lequel s'atasse. Elle a déjà appelé?
Apparemment les nouvelles voyagent vite dans les cercles de musique classique. Elle a aussi dit qu'elle suivait la carrière de Nicolas et qu'elle était fière de ce qu'il avait accompli. Madame Liu lança à Olivia un regard étendu. C'était une belle chose que vous avez faite hier soir. Je pensais simplement qu'il avait besoin de renouer avec son passé. Olivia haussa les épaules. Nicolas a passé tant d'années à fuir tout ce qui lui rappelait qui il était, avant les affaires, avant la responsabilité, avant d'apprendre que se soucier des gens signifie qu'ils peuvent vous faire mal. Madame Liu commença à préparer le petit déjeuner avec des gestes efficaces. Être qu'il est temps qu'ils se souviennent que se soucier des gens signifie aussi qu'ils peuvent vous guérir. Le vendredi soir arriva avec une chaleur inhabituelle pour octobre à New York. Olivia avait passé la journée au Met à finaliser les détails des premières acquisitions du fonds Olivia Harper pour l'art contemporain. Cela faisait encore surréaliste de voir son nom sur des documents officiels du musée, d'avoir des collègues respectés demander son avis sur des œuvres valant des centaines de milliers de dollars. Elle rentra et trouva le penthouse transformé. Le salon formel avait été réaménagé pour mettre en valeur le piano à queue, avec un éclairage élégant et des chaises disposées pour un concert intime. Nicolas était partout à la fois, ajustant l'acoustique, vérifiant les lignes de vue, s'assurant que chaque détail était parfait. « Vous êtes nerveux ?» observa Olivia en le regardant déplacer une chaise pour la 3e fois. « J'assure que notre invitée dispose de tout ce dont elle a besoin pour des conditions de performance optimales, » corrigea Nicolas avec raideur. « Vous êtes nerveux. » Olivia répéta avec un sourire. « Ce n'est pas grave de l'admettre. Vous savez, c'était votre meilleur ami. » Était étant le mot-clé. « Les gens changent, Olivia. » Vingtans, c'est long. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, la sonnette retentit. Nicolas se figea comme un cerf pris dans les phares, et Olivia réalisa que sous tout son succès et sa confiance, il restait ce gamin de 20 ans qui avait dû abandonner ses rêves pour sauver l'entreprise familiale. « J'y vais », dit doucement Olivia. Elena Moreau n'était pas du tout comme Olivia l'avait imaginé. Au lieu du stéréotype austère de musicienne classique, elle était chaleureuse et vibrante, avec des cheveux noirs grisonnants et des rides de rire autour des yeux. Elle serra Olivia dans ses bras comme une vieille amie avant même d'avoir été correctement présentée. « Vous devez être l'Olivia dont j'ai tant lu », dit Elena avec un léger accent suggérant une formation européenne. « La femme qui a enfin convaincu cet entêté de m'acheter aux enchères. »« Coupable », répondit Olivia, aimant déjà la franchise d'Elena. « Où est-il ? Toujours caché dans la cuisine comme quand il était nerveux avant un récital ?» Olivia rit. « Comment le saviez-vous ? Parce que Nicolas Grant n'a été nerveux que pour 3 choses dans toute sa vie, jouer en solo, parler à son père de quelque chose d'important, et apparemment retrouver de vieux amis. » Nicolas apparut dans l'embrasure de la porte comme invoqué par leur conversation. Pendant un moment, lui et Elena se regardèrent simplement, 20 ans de séparation et de chemins de vie différents suspendus entre eux. Puis Elena sourit. « Voilà mon Nicolas. Toujours grand, toujours sérieux, toujours à essayer de porter le poids du monde sur ses épaules. » Elena. La voix de Nicolas était rauque d'une émotion qu'il essayait de cacher. « Tu n'as pas changé. Menteur. J'ai 20 ans de plus et je suis considérablement plus sage. » Elena traversa la pièce et serra Nicolas dans ses bras qui lui rendit après une seconde d'hésitation. « Mais toi, tu as l'air fatigué, mon ami. Le succès te va bien, mais le bonheur. C'est plus difficile à lire. » Olivia se sentit comme une intruse dans quelque chose de privé, mais Elena l'attira dans la conversation avec une aisance naturelle. « Maintenant racontez-moi cette fameuse romance, » dit Elena en s'installant dans un fauteuil. « Les journaux la font passer pour très romantique, mariage secret en Toscane, cours en tourbillon. Mais le Nicolas que je connaissais était bien trop analytique pour faire quoi que ce soit d'impulsif. C'était inattendu, pour nous deux, répondit Olivia, sentant la chaleur lui monter au cou. Inattendu comment ? Les yeux d'Elena étaient perçants, ne manquant rien. Elena. La voix de Nicolas portait un avertissement. Quoi ? Je suis curieuse de la femme qui a réussi à attraper le célibataire le plus convoité de Manhattan. Surtout que ce même célibataire m'avait dit un jour qu'il ne se marierait jamais parce qu'il ne croyait pas en l'amour. L'estomac d'Olivia Chavira. Il a dit ça ? Oh oui, année senior à Juillard. Après que sa petite amie l'avait trompé avec son colocataire. Très dramatique, déclaration très définitive. Elena balaya la remarque d'un geste. Bien sûr, c'était avant de vous rencontrer. Nicolas avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Elena, nous devrions être parler de la performance. La performance peut attendre. Je veux savoir comment Olivia vous a fait changer d'avis sur l'amour. Le silence qui suivit fut assourdissant. Olivia sentait la tension de Nicolas à travers la pièce, voyait les murs soigneusement construits autour de son cœur. Elle réalisa aussi qu'Elena, avec son intuition d'artiste, avait flairé que quelque chose n'allait pas entre eux. Je ne lui ai pas fait changer d'avis, dit doucement Olivia. Je lui ai simplement montré que certains risques valaient la peine d'être pris, et ils le valent ? Demanda Elena, regardant directement Nicolas. Ça vaut le coup ?
Nicolas rencontra le regard d'Olivia à travers la pièce, et pendant un instant elle vit tout ce qu'il ressentait nu dans ses yeux verts. Amour, peur, désir, et la terrible vulnérabilité de quelqu'un qui avait passé sa vie à se protéger de ce moment précis. « Je ne sais pas », répondit-il honnêtement. Helena les regarda longuement, l'air pensif. « Eh bien, dit-elle enfin, peut-être que la musique nous aidera à le découvrir. » La performance qui suivit fut rien de moins que magique. Helena Moreau joua Chopin, Debussy et Rachmaninoff avec une maîtrise technique et une profondeur émotionnelle qui venaient de décennies de dévouement à son art. Mais ce fut quand Nicolas la rejoignit au piano pour un duo, quelque chose qu'Olivia n'avait pas anticipé, que la soirée devint vraiment spéciale. Regarder Nicolas jouer aux côtés de son ancien ami, Olivia le vit sous un jour totalement différent. Ce n'était pas l'homme d'affaires contrôlé ou le partenaire romantique sur la réserve. C'était Nicolas tel qu'il était censé être, passionné, artistique, pleinement vivant d'une façon qui n'avait rien à voir avec les marges bénéficiaires ou les réunions du conseil. La pièce qu'ils jouèrent ensemble était complexe et magnifique, nécessitant une coordination parfaite et une confiance totale. Olivia pouvait voir des années d'amitié et de rêves partagés dans la façon dont ils bougeaient ensemble, anticipaient les choix musicaux de l'autre. C'était une conversation en mélodie, 20 ans de séparation dissous dans un son harmonieux. Quand la musique s'arrêta, il y avait des larmes dans les yeux d'Helena et quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement dans ceux de Nicolas. « J'avais oublié, dit-il doucement. »« Oublié quoi ?» demanda Helena. « Ce que ça faisait de créer quelque chose de beau plutôt que de simplement l'acquérir. » Helena tendit la main et serra la sienne. « C'est toujours là. Nicolas. Tout ça. Tu l'as juste enfoui sous tant de responsabilités et de peur que tu as oublié où le trouver. » Plus tard, après le départ d'Helena avec des promesses de rester en contact et des projets pour que Nicolas assiste à sa prochaine performance au Carnegie Hall, Olivia trouva Nicolas dans le jardin sur le toit du Penthouse. La ville s'étendait en dessous, les lumières scintillant comme des étoiles terrestres, et Nicolas était assis sur un banc, regardant l'horizon d'un air qu'elle ne pouvait déchiffrer. « C'était magnifique, » dit Olivia en s'installant à côté de lui. « Je n'ai pas joué avec quelqu'un depuis 15 ans. Pourquoi ? Parce que ça demande confiance et vulnérabilité, et accepter qu'on ne peut pas contrôler comment l'autre personne interprétera la musique. » Il se tourna vers elle. « Ça demande de laisser quelqu'un voir qui on est vraiment sous toute la performance. » Olivia sentit son souffle se bloquer devant la métaphore. « It's effrayant. Terrifiant. » Nicolas acquiesce. Parce qu'une fois que quelqu'un voit qui tu es vraiment, il a le pouvoir de te détruire, ou de t'aimer. Son rire était amer. « Dans mon expérience, les deux vont souvent de pair. » Olivia étudia son profil au clair de lune, cet homme brillant et abîmé qui avait appris trop jeune que l'amour était dangereux et que la vulnérabilité était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Et si ce n'était pas obligé ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Et si aimer quelqu'un ne leur donnait pas le pouvoir de vous détruire? Et si ça vous donnait le pouvoir de devenir plus que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir être ?» Nicolas se tourna complètement vers elle, ses yeux verts scrutant son visage. « C'est ça que vous pensez que c'est, l'amour? Je pense que l'amour, c'est choisir de faire confiance à quelqu'un avec son cœur, même quand on a terriblement peur qu'il le brise. C'est décider que la possibilité d'un bonheur incroyable vaut le risque d'une douleur incroyable. » Des larmes piquèrent les yeux d'Olivia en pensant à leur contrat, au compte à rebours, à la distance soigneuse que Nicolas maintenait même dans des moments comme celui-ci. Et s'il le brise, au moins on sait qu'on a été assez courageux pour essayer. Ils restèrent silencieux un moment, le poids des mots non dits suspendus entre eux. Olivia voulait lui dire qu'elle l'aimait, qu'elle tombait amoureuse de lui depuis cette première nuit au Plaza où il l'avait sauvée des tentatives de mariage d'Evelyn Harrington. Elle voulait lui dire que leur faux mariage était devenu la chose la plus réelle de sa vie, que l'idée de partir dans 20 jours lui brisait le cœur. Au lieu de cela elle dit. Helena avait raison, vous savez, vous avez l'air fatigué. Je travaille trop. Ce n'est pas ce genre de fatigue, et vous le savez. Nicolas soupira. Que voulez-vous que je dise, Olivia? Je veux que vous disiez ce que vous ressentez vraiment au lieu de vous cacher derrière du jargon d'affaires et des murs émotionnels. Ce que je ressens. Nicolas se leva et se mit à faire les 100 pas dans le petit jardin. Je ressens que j'ai fait une erreur. Que cet arrangement était censé être simple et qu'il est devenu la chose la plus compliquée que j'ai jamais faite. Que chaque jour passé avec vous rend plus difficile de me souvenir pourquoi je pensais que garder mes distances était une bonne idée. Nicolas. Je ressens que je tombe amoureux de vous, poursuivit-il, les mots crus et honnêtes, et que ça me terrifie parce que je ne sais pas comment faire ça sans me perdre complètement. La confession resta suspendue dans l'air nocturne comme un défi. Olivia se leva et s'approcha de lui, mais Nicolas leva la main pour l'arrêter. Non, dit-il doucement. Ne rendez pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Plus difficile? La voix d'Olivia se brisa. Nicolas, vous venez de me dire que vous tombiez amoureux de moi. Comment ça rend quoi que ce soit plus difficile? Parce que notre contrat expire dans 20 jours, Olivia. Parce que c'était toujours censé être temporaire.
Parce que je ne sais pas comment être l'homme qui mérite quelqu'un comme vous. Qui dit que vous devez me mériter? Qui dit que ça doit se terminer simplement parce qu'un contrat arbitraire le dit? Ce n'est pas arbitraire. C'est une protection, pour nous deux. Protection contre quoi? Contre le bonheur? Contre quelque chose de réel? Protection contre la déception inévitable, quand la réalité ne sera pas à la hauteur du fantasme. Olivia le fixa, comprenant enfin la profondeur de sa peur. Ce n'était pas seulement à cause de Catherine ou de ses parents ou de partenariats d'affaires qui avaient mal tourné. C'était une croyance fondamentale que le bonheur était temporaire, que l'amour était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre, que se soucier de quelqu'un signifiait leur donner le pouvoir de partir, et si ce n'était pas un fantasme? Demanda T.L. doucement. Et si ce que nous avons était réel et désordonné et compliqué, et absolument digne d'être défendu? L'expression de Nicolas se défit un instant, lui montrant un aperçu de l'homme sous toute l'armure. Et si ce n'était pas le cas? Et si je n'étais pas capable? Le cœur d'Olivia se brisa pour lui alors, pour le jeune homme effrayé de 20 ans qui avait perdu ses parents et ses rêves en une seule année terrible, pour l'homme d'affaires à succès qui s'était convaincu que le contrôle valait mieux que la connexion, pour l'homme debout devant elle qui avait si peur de se faire mal qu'il était prêt à se faire mal d'abord. Alors nous le découvrirons ensemble, dit-elle simplement. C'est ce que font les gens qui s'aiment, Nicolas. Ils le découvrent ensemble. Pendant un instant Olivia crut qu'il allait faire un pas vers elle, combler la distance entre eux et choisir l'amour plutôt que la peur. Au lieu de cela il recula. Je ne peux pas, dit-il doucement. Je suis désolé, Olivia. Je ne peux pas. Olivia sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, mais elle garda la voix stable. Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas? Est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, oui. Nicolas la regarda longuement, ses yeux verts pleins de regret et de désir, et peut être d'un au revoir. Bonne nuit, Olivia. Ce n'est pas fini, Nicolas. Si, dit-il doucement. Céleste. Olivia le regarda s'éloigner, la laissant seule sur le toit avec les lumières de la ville et les restes de son cœur. Mais alors qu'elle restait là dans l'air frais d'octobre, elle réalisa quelque chose d'important. Nicolas venait de lui dire qu'il tombait amoureux d'elle. Il avait peur. Il fuyait. Mais il avait dit la vérité. Et Olivia Harper n'avait pas passé sa carrière à étudier la restauration d'art sans apprendre quelque chose sur la patience, la persévérance et le travail délicat de réparer des choses qui semblaient brisées au-delà de tout espoir. 20 jours restaient sur leur contrat. 20 jours pour convaincre l'homme le plus têtu de Manhattan que certaines choses valaient la peine de se battre. Olivia regarda la ville qui était devenue sa maison, les lumières de millions de personnes vivant leurs propres histoires d'amour compliquées, et prit une décision. Elle ne renoncerait pas à Nicolas Grand. Pas un collé. Après tout, les meilleures œuvres d'art étaient souvent créées à partir des matériaux les plus brisés. Il suffisait de savoir comment remettre les morceaux ensemble. 3 semaines plus tard. Olivia se tenait dans son ancien studio de Greenwich Village, entourée de cartons et essayant de comprendre comment sa vie était devenue si compliquée. Le contrat de 6 mois avait expiré 2 jours plus tôt, et fidèle à sa parole, Nicolas avait respecté chaque détail de leur accord. Les papiers du divorce étaient déposés. Le fonds Olivia Harper pour l'art contemporain était officiellement créé avec elle comme directrice permanente, et elle était financièrement assez à l'aise pour s'offrir un appartement bien plus agréable que ce minuscule studio. Mais elle avait gardé le bail de son ancien logement. Et maintenant elle comprenait pourquoi. Elle avait besoin d'un endroit qui ressemble à une maison, un endroit qui ne soit pas rempli de souvenirs de café du matin avec Nicolas, de musique de piano dans le noir, de moments où elle avait cru qu'ils construisaient quelque chose de réel ensemble. Son téléphone vibra avec un énième texto de sa mère demandant comment elle s'adaptait à la vie de célibataire. Claire Harper avait été dévastée par l'annonce du divorce, incapable de comprendre comment un couple qui semblait si parfait pouvait avoir des différences irréconciliables après seulement 6 mois. Olivia avait laissé tout le monde croire que c'était à l'amiable, qu'elle et Nicolas avaient simplement réalisé qu'ils voulaient des choses différentes. C'était plus facile que d'expliquer qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui avait trop peur de se faire mal pour se permettre d'être heureux. Un coup à sa porte interrompit sa rumination. Olivia ouvrit et trouva Madame Liu dans le couloir tenant un plat couvert et arborant une expression qui suggérait qu'elle était prête à la bataille. Madame Liu, comment saviez-vous que j'étais ici? Nicolas me l'a dit. Madame Liu passa devant Olivia dans le petit appartement, posant le plat sur le comptoir. Il m'a aussi dit que vous ne reviendriez pas aux Pantous. Le contrat est expiré. Nous avons convenu qu'il était temps de passer à autre chose. Le contrat était absurde et nous le savons tous les deux. Madame Liu la fixa d'un regard sévère. Ce garçon est misérable depuis 3 semaines. Il ne mange pas, ne dort pas, s'énerve contre quiconque essaie de lui parler. Hier je l'ai surpris à jouer cette triste musique de piano à 3 heures du matin. Le cœur d'Olivia se serra à cette image. Madame Liu, je ne peux pas le forcer à vouloir quelque chose qu'il est déterminé à éviter. Vous pouvez vous battre pour lui. J'ai essayé. Il a clairement dit qu'il ne voulait pas qu'on se batte pour lui. Madame Liu resta silencieuse un moment, étudiant le visage d'Olivia. Vous a-t-il parlé de ses parents?
Il a dit qu'ils étaient morts dans un accident de voiture quand il avait 6 ans. Vous a-t-il raconté ce qui s'est passé la nuit avant leur mort? Olivia secoua la tête. Madame Liu s'installa dans l'unique fauteuil d'Olivia avec l'air de quelqu'un qui se prépare à une longue histoire. Nicolas avait été accepté dans plusieurs programmes de musique prestigieux, Juilliard, Curtis, New England Conservatory. Il voulait devenir musicien professionnel, être pianiste de concert. Ses parents trouvaient ça stupide. Ils disaient qu'il devait se concentrer sur la formation aux affaires pour reprendre l'entreprise un jour. La nuit avant l'accident, Nicolas a eu une énorme dispute avec son père. Il a dit à ses parents qu'il avait 10 à 8 ans, qu'il pouvait prendre ses propres décisions, et qu'il irait à Juilliard avec ou sans leur soutien. Son père a répondu que s'il choisissait la musique plutôt que la responsabilité familiale, il ne devrait plus rentrer à la maison. Olivia sentit son estomac se nouer. Oh non! Nicolas est parti en claquant la porte, a passé la nuit chez un ami, prévoyant de prouver à ses parents qu'il pouvait réussir comme musicien. La voix de Madame Liu devint douce. Ils sont morts le lendemain matin en allant à une réunion d'affaires. Nicolas n'a jamais pu s'excuser, jamais pu arranger les choses. Il a passé 20 ans à croire que s'il n'avait pas été si égoïste, s'il avait simplement accepté ses responsabilités plutôt que de courir après ses rêves, être qu'il n'aurait pas été dans sa voiture. Ce n'était pas sa faute. Non. Mais la culpabilité n'écoute pas la logique. Nicolas a passé toute sa vie d'adulte à essayer d'expier cette dispute, à essayer d'être le fils que son père voulait plutôt que l'homme qu'il était censé être. Il s'est convaincu que vouloir des choses pour lui-même, bonheur, amour, une vie en dehors du travail, était égoïste et dangereux. Comment puis-je l'aider à voir que ce n'est pas le cas? En étant patiente, et en lui rappelant que certaines choses valent le risque. Après le départ de Madame Liu, Olivia resta assise dans son minuscule appartement et réfléchit à tout ce qu'elle venait d'apprendre. Nicolas n'avait pas seulement peur de l'amour. Il avait peur de vouloir quoi que ce soit pour lui-même. Il avait passé tant d'années à être le responsable, celui qui sacrifiait ses rêves pour le devoir, qu'il avait oublié qu'il méritait le bonheur. Olivia prit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro d'Elena Moreau. Elena, c'est Olivia Grand, enfin, Olivia Harper à nouveau. J'ai besoin d'un service. Une semaine plus tard, Nicolas était assis dans son bureau un jeudi après-midi pluvieux, fixant des rapports trimestriels et essayant de se convaincre que le vide dans sa poitrine n'était que du stress. Le pantouse était trop grand sans le rire d'Olivia qui résonnait dedans. Le café du matin avait un goût terrible sans ses jeux de mots épouvantables, et il avait complètement arrêté de jouer du piano parce que chaque mélodie lui rappelait elle. Margaret lui frappa à la porte de son bureau, interrompant sa rumination. « Nicolas, quelqu'un veut vous voir. » Si c'est encore un journaliste qui pose des questions sur le divorce. C'est Elena Moreau. Nicolas leva les yeux, surpris. Il n'avait pas parlé à Elena depuis la soirée de sa performance, bien qu'ils aient échangé quelques textos sur son prochain concert au Carnegie Hall. Fights la entrèrent. Elena entra dans son bureau avec la même énergie vibrante qu'elle avait apportée aux pantouses, mais son expression était sérieuse. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. « Elena, si c'est à propos du concert au Carnegie Hall, je ne suis pas sûre d'être dans le bon état d'esprit. Ce n'est pas à propos de ma performance. C'est à propos de la tienne. » Nicolas fronça les sourcils. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il y a 20 ans tu as abandonné la musique parce que tu pensais devoir choisir entre tes rêves et tes responsabilités familiales. Maintenant tu abandonnes l'amour pour la même raison. » Nicolas sentit ses défenses monter. « Ma vie est personnelle l'enneste. Ta vie personnelle est la performance la plus triste que j'ai jamais vue. Et ça vient de quelqu'un qui a entendu beaucoup d'interprétations tragiques de Chopin. » La voix d'Elena était douce, mais ferme. « Nicolas, de quoi as-tu si peur? » « Je n'ai peur de rien. » Menteur. Elena s'avance. « Tu as la terreur de la même chose qu'à 10 à 8 ans, de vouloir quelque chose si fort que le perdre te détruirait. » Nicolas resta silencieux un long moment. « Et si ça arrivait? Et si ça n'arrivait pas? Et si la chose dont tu as le plus peur de te passer était en réalité celle qui pourrait te sauver? » Elena. « Olivia m'a appelé. » Le cœur de Nicolas s'arrêta. « Quoi? Elle m'a tout raconté, votre arrangement, le contrat, comment tu t'es convaincu que ce que vous ressentiez l'un pour l'autre n'était pas réel. » Elena Sorit. « Cette femme t'aime, Nicolas. Vraiment, profondément. Pas ton argent, pas ton succès, pas l'image que tu projettes au monde. Elle aime l'homme qui joue une musique mélancolique dans le noir, qui s'inquiète des études d'impact environnemental, et qui crée des fonds d'art pour des conservatrices qui font des jeux de mots épouvantables sur le café. » Nicolas sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « Ça n'a pas d'importance. C'est la seule chose qui en est. » Elena s'éleva. « Le contrat est expiré. Nous étions d'accord. Le contrat était un filet de sécurité que tu t'étais construit parce que tu avais trop peur d'admettre que tu tombais amoureux. » Elena se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Mais voilà le truc avec les filets de sécurité, mon ami, parfois ils t'empêchent d'apprendre à voler. Au fait, ajouta-t-elle,
Je joue au Carnegie Hall vendredi prochain. Olivia y sera. Elle aide à sponsoriser l'événement via son nouveau fonds d'art. Tu devrais venir. Elena. Pas pour moi. Pas pour la musique. Pour toi. Pour l'homme que tu étais avant de décider que vouloir des choses était dangereux. Le sourire d'Elena était triste mais plein d'espoir. Il est toujours là, Nicolas. Il suffit d'avoir le courage de le laisser sortir. Après le départ d'Elena, Nicolas resta seul dans son bureau tandis que la pluie ruisselait sur les vitres. Il pensa au sourire d'Olivia devant le café du matin, à la façon dont elle le regardait quand il jouait du piano, à la nuit sur le toit où elle lui avait dit que l'amour c'était choisir de faire confiance à quelqu'un avec son cœur, même quand on avait terriblement peur. Il pensa à ses parents, à la dispute qui le hantait depuis 20 ans, au choix qu'il avait fait par culpabilité et peur plutôt que par amour et espoir. Il pensa aux 6 mois où il avait fait semblant d'être marié à Olivia Harper, et comment ces 6 mois avaient été les plus heureux de sa vie d'adulte. Nicolas prit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'il cherchait. Docteur Rivera, ici Nicolas Grand. J'aimerais prendre rendez-vous. Il est temps que je règle certaines choses que j'évite depuis trop longtemps. Carnegie Hall. Une semaine plus tard, Olivia était assise au premier rang du Carnegie Hall, portant la robe Valentino bleu nuit de leur première apparition publique et essayant de ne pas scruter le public à la recherche du visage familier de Nicolas. Elena lui avait assuré qu'il viendrait, mais Olivia essayait de ne pas se faire trop d'espoir. Le mois passé avait été un tourbillon. Établir le nouveau fonds d'art, emménager dans un bel appartement de l'Upper West Side, apprendre à naviguer la société new-yorkaise, en tant que femme divorcée, plutôt que femme de milliardaire. Professionnellement elle allait bien, mieux que bien, en réalité, le fonds générait déjà du buzz dans les cercles muséaux, et on lui avait proposé plusieurs collaborations excitantes, mais personnellement Nicolas lui manquait tellement que c'était une douleur physique. Son humour sec, sa gentillesse inattendue, la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse et rare. Le potentiel qu'ils avaient eu, le futur qu'ils auraient pu construire s'il avait été assez courageux pour prendre le risque. Les lumières s'éteignirent, et Elena apparut sur scène dans une élégante robe noire. Elle s'assit au piano à queue et commença à jouer, et Olivia fut immédiatement transportée par la beauté de la musique. Elena avait choisi un programme de pièces romantiques, Ballade Nœud-d'Euro 1 de Chopin, Clair de lune de Debussy, Concerto pour piano Nœud-d'Euro de Rachmaninoff. Chaque pièce était plus belle que la précédente, jouée avec la profondeur émotionnelle qui vient de comprendre que la musique est un langage du cœur. Ce fut pendant l'entracte qu'Olivia le vit enfin. Nicolas se tenait au fond de la salle, terriblement beau dans son smoking noir mais en quelque sorte différent, plus doux, être moins sur la défensive. Leurs regards se croisèrent dans le hall bondé, et Olivia sentit son cœur rater plusieurs battements. Il marchait vers elle, se frayant un chemin à travers la foule bavarde avec une détermination évidente. Olivia resta figée, ne sachant pas si elle devait courir vers lui ou s'enfuir. « Olivia » dit Nicolas en arrivant à sa hauteur, la voix rauque d'émotion. « Nicolas » La voix d'Olivia était plus stable qu'elle ne se sentait. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. » Elena sait être très persuasive. Le sourire de Nicolas était hésitant, incertain. « Vous êtes magnifique. »« Merci. » Ils restèrent là un moment, le brouhaha de l'entracte coulant autour d'eux, tous deux semblant incertains de comment combler la distance qui s'était creusée. « Commentariez beau » demanda enfin Nicolas. « Bien. Occupé. Le fond d'art me tient sur le qui-vive. » Olivia replaça une mèche derrière son oreille, un geste nerveux que Nicolas reconnut. « Êtes-vous misérable » répondit Nicolas honnêtement. « Absolument misérable. » Olivia retint son souffle devant cet aveu brutal. « Nicolas. Je vois une thérapeute, poursuivit-il, les mots sortant en rafale. Je règle des choses que j'aurais dû régler il y a 20 ans, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai si peur de vouloir des choses qui pourraient me rendre heureux. Et qu'avez-vous découvert ? Que j'ai eu si peur de perdre les gens que j'aime que je les ai repoussés avant qu'ils puissent partir d'eux-mêmes. Il fit un petit pas plus près. Et que les 6 mois où j'ai été marié à vous ont été les 6 meilleurs mois de ma vie, même s'ils ont commencé par un mensonge. Nicolas. Et que je suis fatigué d'avoir peur. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Je dis que je vous aime, Olivia Harper. J'aime vos horribles jeux de mots sur le café, votre passion pour l'art et la façon dont vous voyez le meilleur chez les gens, même quand ils ne le voient pas chez eux-mêmes. J'aime que vous m'ayez acheté une performance de piano parce que vous pensiez que j'avais besoin de renouer avec une vieille amie. J'aime que vous vous battiez pour les choses en lesquelles vous croyez, même quand l'une de ces choses est moi. Olivia sentit des larmes couler sur ses joues. Je dis que je sais que notre contrat est expiré et que nous avions convenu d'une rupture nette, mais j'espère que vous seriez prête à négocier de nouveaux termes. Olivia rit à travers ses larmes. Quel genre est termes ? Le genre où cette fois c'est réel. Le genre où nous nous promettons de nous aimer pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, aussi longtemps que nous vivrons tous les deux. Il ouvrit l'écrin pour révéler une magnifique bague vintage,
Style art déco avec un diamant central entouré de plus petits qui captaient les lumières du hall comme des étoiles. Olivia Harper, voulez-vous m'épouser, pour de vrai cette fois? Olivia regarda la bague, le visage plein d'espoir de Nicolas, la foule d'inconnus qui s'étaient arrêtés pour assister à ce drame romantique inattendu. Elle pensa à leur contrat, aux murs soigneux qu'ils avaient construits autour de leur cœur, aux 6 mois où ils avaient fait semblant de s'aimer alors qu'ils tombaient vraiment amoureux. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. Oui, absolument. Oui. Nicolas glissa la bague à son doigt de main tremblante, puis se releva et l'embrassa tandis que le hall du Carnegie Hall explosait en applaudissements. Ce fut leur premier vrai baiser, pas de caméra, pas de contrat, pas de comédie. Juste de l'amour, enfin reconnu et librement donné. Quand ils se séparèrent, Olivia pleurait et riait en même temps. « Je vous aime aussi », dit-elle contre ses lèvres. « Je vous aime tellement que ça me faisait peur. »« Nous le découvrirons ensemble », répondit Nicolas, reprenant ses mots de cette nuit sur le toit. « C'est ce que font les gens qui s'aiment, non ? » Exactement. La seconde partie du concert d'Elena fut un flou de musique magnifique et de regards volés entre Olivia et Nicolas. Ils se tenaient la main comme des adolescents, se chuchotant parfois et récoltant des regards désapprobateurs d'autres spectateurs. Quand Elena termina sa dernière pièce, une interprétation déchirante du nocturne en mi bémol majeur de Chopin, le public se leva dans un tonnerre d'applaudissements. Elena trouva Olivia et Nicolas dans la foule après et sourit, les yeux pétillants de satisfaction. Plus tard, à la réception dans la loge verte, Elena les prit à part. « Alors, dit-elle avec un plaisir évident, on dirait que mon entremise a fonctionné. » « Entremise ?» Olivia semblait confuse. « Vous pensiez que c'était un hasard si j'ai choisi un programme entièrement romantique ? Ou que j'ai pris soin de mentionner à quel point vous étiez parfaits ensemble dans mon interview au Times ce matin ? Nicolas Ritt. Tu avais tout prévu. J'espérais. » L'expression d'Elena devint sérieuse. « Vous êtes faits l'un pour l'autre. N'importe qui avec des yeux pouvait le voir cette nuit-là chez vous. Vous aviez juste besoin de temps pour arrêter d'avoir peur et commencer à être courageux. »« Merci, » souffla Olivia. « Pour tout. Remerciez-moi en étant heureux, » répondit Elena. « Et en m'invitant au vrai mariage. » 6 mois plus tard. Metropolitan Museum of Art. Olivia se tenait dans le temple de Dendur, entourée de 200 de leurs amis et familles les plus proches, portant une robe qui la faisait se sentir comme une princesse et regardant Nicolas l'attendre devant un hôtel décoré de roses blanches et de gypsophiles. Cette fois il n'y avait pas de contrat, pas de limite de temps, pas d'arrangement soigneux. Cette fois c'était juste de l'amour, désordonné et compliqué et absolument digne d'être défendu. Tandis qu'Olivia remontait l'allée vers l'homme qui avait appris à choisir l'amour plutôt que la peur, elle aperçut des visages familiers dans la foule. Ses parents rayonnant de fierté, Madame Liu tamponnant ses yeux avec un mouchoir, Elena, qui avait accepté de jouer pendant la cérémonie, et même Evelyn Harrington, qui s'était convaincue qu'elle était responsable de les avoir réunis. Les yeux de Nicolas ne quittèrent jamais le visage d'Olivia alors qu'elle s'approchait. Quand elle le rejoignit, il prit ses mains et murmura « Vous êtes incroyable. Vous n'êtes pas mal non plus, monsieur Grand. » La cérémonie fut tout ce que leur premier faux mariage n'avait pas été, sincère, émouvante, et remplie de promesses qu'ils avaient tous deux l'intention de tenir. Quand l'officiant demanda s'ils s'aimeraient, honoreraient et chériraient pour le reste de leur vie, le oui de Nicolas fut fort et certain, et celui d'Olivia déborda de joie. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça l'officiant, et Nicolas prit le visage d'Olivia dans ses mains avec une tendresse infinie. « Madame Grand », murmura-t-il contre ses lèvres. « Pour de vrai cette fois. Pour de vrai cette fois », acquiesça Olivia, et embrassa son mari tandis que leurs amis et familles explosaient en célébration. La réception eut lieu dans le grand hall du musée, avec Elena fournissant une bande-son de classiques romantiques pendant que les invités dansaient sous les arches majestueuses. Leur première danse fut sur une pièce qu'Elena avait composée spécialement pour eux, quelque chose de beau et plein d'espoir qui parlait de secondes chances et de fins heureuses. « Des regrets » demanda Nicolas en la faisant tourner doucement. « Juste un » répondit Olivia en souriant. Le visage de Nicolas se défit légèrement. « Les quoi ? Je regrette qu'il nous ait fallu si longtemps pour comprendre. Nous aurions pu avoir du vrai gâteau de mariage plutôt que cette petite part au plaza, il y a 6 mois. » Le rire de Nicolas fut riche et joyeux. Le gâteau était horrible de toute façon. La compagnie était plutôt bonne, par contre. La compagnie, dit Nicolas en la faisant tourner doucement, était parfaite. Tandis que la soirée touchait à sa fin, Olivia se retrouva avec Nicolas sur les marches du musée, regardant la ville qui les avait réunis. Le fond d'art avait dépassé toutes les attentes lors de sa première année. Nicolas avait recommencé les cours de piano, et ils avaient tous deux appris que les meilleurs partenariats étaient ceux où on se choisissait chaque jour. « Alors » dit Nicolas en l'attirant contre lui, « prête pour la vraie aventure ? Avec vous ? » « Je suis prête à tout. »« Bien, » répondit Nicolas, « parce que j'ai une confession à faire. »« Oh non ? Quoi encore ? J'ai être acheté une maison en Toscane pour notre lune de miel, et probablement pour chaque anniversaire après ça. »
Olivia rit, le son résonnant contre la façade de pierre du musée. Nicolas Grand, vous êtes absolument impossible. Mais vous m'aimez quand même. Mais je vous aime quand même, acquiesça Olivia, et l'embrassa sous les étoiles de New York. Beaucoup plus tard, une fois rentrés dans leur penthouse qui ressemblait désormais à une vraie maison plutôt qu'à un hôtel de luxe, Nicolas joua du piano pendant qu'Olivia se levait sur le canapé avec un livre sur l'art de la Renaissance. Cette fois la musique était joyeuse, pleine d'espoir et de promesses et du genre de joie qui vient de savoir qu'on a trouvé exactement où on doit être. Rejoue la pièce qu'Elena a écrite pour notre mariage, lança encore Olivia. Je viens de la jouer il y a 20 minutes. Je l'aime. C'est notre chanson maintenant. Nicolas entama la mélodie familière, et Olivia posa son livre pour le regarder jouer. C'était son moment préféré de la journée, quand le monde des affaires était fermé et qu'il n'y avait plus que deux créant leur petit coin de bonheur dans une ville de 8 millions d'habitants. Olivia, appela Nicolas sans arrêter de jouer. Oui. Merci. Pourquoi? Pour avoir vu qui je pouvais être avant que je puisse le voir moi-même. Pour t'être battu pour nous quand j'avais trop peur de me battre pour moi. Pour m'avoir fait croire que certains risques valaient la peine d'être pris. Olivia se leva du canapé et vint s'asseoir à côté de Nicolas sur le banc de piano, posant sa tête sur son épaule tandis que ses mains glissaient sur les touches. Merci de m'avoir appris que les meilleures histoires d'amour ne sont pas les faciles, souffla-t-elle. Ce sont celles où on se choisit chaque jour. Même quand c'est effrayant. Même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur, acquiesça Nicolas. Tandis que les dernières notes de leur chanson s'évanouissaient dans la nuit, Olivia pensa à la façon dont leur histoire avait commencé par un mensonge lors d'un gala de charité et un contrat de faux mariage. Et maintenant les voilà, 1 an et demi plus tard, plus amoureux que jamais et construisant une vraie vie ensemble. Parfois les meilleures choses viennent vraiment des commencements les plus inattendus. Il suffit d'avoir le courage de voir où ils peuvent mener. Je vous aime, Nicolas Grand, murmura Olivia dans le silence de leur maison. Je vous aime aussi, Olivia Grand, répondit Nicolas, et rejoua leur chanson une fois de plus tandis que la ville bruissait autour d'eux et que leur vrai conte de fées commençait enfin. Épilogue. 5 ans plus tard. Le son du rire d'enfant résonnait dans le penthouse tandis que Sophia Grand, 3 ans, prénommée d'après la femme qui avait aidé à réunir ses parents, poursuivait leur golden retriever dans le salon pendant que Benjamin Grand, 2 ans, tentait de jouer du piano avec son père. Non, Benny, dit patiment Nicolas. Touche douce. Le piano est un instrument, pas un parcours d'obstacles. Olivia regardait depuis l'embrasure de la porte, la main posée sur son ventre rond où bébé numéro 3 devait arriver dans 2 mois seulement. Le fond Olivia Harper, pour l'art contemporain, était devenu l'un des programmes d'acquisition les plus respectés du pays. Nicolas avait créé une fondation d'éducation musicale pour enfants défavorisés, et leur mariage n'avait fait que se renforcer avec chaque année qui passait. Comment va l'empire des petits humains? Demanda Olivia en s'installant prudemment sur le canapé. Chaotique, bruyant, parfait, répondit Nicolas en soulevant Benny sur ses genoux. Sophia, viens dire bonjour à maman avant la sieste. Leur fille accourut, toute boucle brune et yeux verts identiques à ceux de son père. Maman, bébé sœur bouge. Olivia prit la petite main de Sophia et la posa sur son ventre. Tu sens? C'est ta petite sœur qui dit bonjour. Elle danse. Rit Sophia. Exactement comme sa grande sœur, dit Nicolas en les rejoignant sur le canapé avec Benny, qui s'était endormi contre la poitrine de son père. Madame Liu dit que le dîner sera prêt dans 1 heure, annonça Olivia. Elle prépare ton préféré, ce poulet avec la sauce compliquée. Elle nous gâte depuis la naissance des enfants. Elle nous gâte depuis le jour où on l'a rencontrée, corrigea Olivia. Tu te souviens quand elle m'a dit que j'étais trop maigre? Vous l'étiez. Je fais pousser un être humain. Nicolas. Je pense que j'ai droit à un passe-droit sur les légumes. Nicolas se pencha et embrassa sa tempe. Vous avez droit à un passe-droit sur tout. Vous êtes parfaite. Même quand je suis énorme, grognon et que je ne vois plus mes pieds? Surtout alors. Petite Sophia s'était hissée sur le canapé entre eux et s'était maintenant endormie contre le flanc d'Olivia. Benny ronflait doucement dans les bras de Nicolas. Dehors, la ville bruissait de son énergie habituelle. Mais à l'intérieur de leur maison, tout était paisible et exactement comme il fallait. Des regrets? Demanda doucement Olivia, reprenant la question de Nicolas de leur nuit de noces 5 ans plus tôt. Pas un seul. Répondit doucement Nicolas. Il regarda autour de lui leur vie, les jouets éparpillés sur les tapis persans hors de prix, les peintures aux doigts collées sur le réfrigérateur avec des aimants, le beau chaos d'une maison remplie d'amour, de rires et de crises occasionnelles de toddler. Et toi? Olivia regarda son mari, leurs enfants endormis, la maison qu'ils avaient construite ensemble à partir d'une base de contrat de faux mariage et de vrais sentiments qu'ils avaient trop peur d'admettre. Pas un seul, murmura-t-elle. C'est exactement là où je suis censé être. Et tandis que le soleil se couchait sur Manhattan, peignant leurs penthouse de lumière dorée, la famille Grand s'installa pour une autre soirée ordinaire et extraordinaire de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Une conversation honnête, un choix courageux,
Un jeu de mots sur le café à la fois, certaines histoires d'amour, pensa Olivia en s'endormant entourée de sa famille, ont vraiment la fin parfaite. Fin.